Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que je sais qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Fröhliches-Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Sur la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. Messieurs, dames, bien le bonjour. Ça y est, il est l'heure pétante. Cette fois, pas d'avance, pas de retard. Si tu avances, si tu recules, comment veux-tu que... Bonjour à tous, voilà, j'espère que vous avez la grande forme. On se retrouve aujourd'hui, c'est Twitch, c'est le Juste Bistrot. Maintenant, c'est un rendez-vous maintenant qui est fixe. Là, je peux te dire qu'on est quasiment chaque jour pour 1 heure et demie, 2 heures, hein, que voulez-vous. On ne maîtrise pas ses performances, hein. J'ai déjà entendu ça dans ma vie. Donc, voilà, les amis, on se retrouve quand même. Ça, c'est le but du jeu pour balayer un petit peu l'actu ensemble, en mode radio, d'une certaine manière. Peut-être que certains d'entre vous écoutent ça avec des écouteurs, hein, dans les oreilles. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Mais après, c'est juste qu'on entend mieux dans les oreilles. Voilà. Hein, pour vous le dire au cas où. Et voilà, peut-être vous êtes au travail, peut-être vous regardez vraiment à la téloche, peut-être, je ne sais pas, je ne sais guère, mais c'est un plaisir de se retrouver ensemble pour balayer l'actu. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler vaccin, mais pas Covid-19, voilà, et original, quoique, pas, on va voir. Arrêtez de, commencez pas à vous énerver, voilà. Bonjour à Clem44190 qui nous dit « Bonjour pour ma première en live, c'est magnifique, on a plein de petits nouveaux, asseyez-vous devant. » On voit hein, les habitudes de chacun, hein, on parle du poste de la voiture, avec les écouteurs en télétravail pour Roma 83R. J'ai vu au sport, les écouteurs au sport, ça c'est bien. J'ai déjà fait une fois le sport. Non, m'a pas plu, j'ai pas aimé le concept. Donc, voilà, les écouteurs, et puis en plus là, ceux qui sont au sport, vous avez eu la banane. Ça a dû vous mettre de l'énergie, parce que ça c'est tout nouveau. Ça c'est tout nouveau, vous le savez, le son désormais. On a le son juste milieu. Il y a le son de l'été, il y a le son juste milieu par un camarade, Réhausseur Sama, mais je ne suis pas le plus désigné pour en parler. Parce que j'ai vu dans le chat, voilà, vous avez bien compris qu'il y a Bisbille dans cette affaire. C'est quasiment La République En Marche, et je vais laisser voilà, le responsable, je ne suis qu'avocat dans cette affaire, je vais laisser mon client hein, s'exprimer, vous présenter qui est cet artiste en devenir qu'on va lancer. C'est du Stade de France très bientôt. Je te laisse la piste. Je me casse. J'ai totalement une chaîne roulante. Eh ben, allez, ça dégage. Bien le bonjour. J'ai vu, je réponds à ce que j'ai vu dans le chat déjà. Je fais la mine. Vas-y, fais écrire des trucs avec mon compte. 2 choses. Non, ce n'est pas moi qui fais la musique. C'est pas moi qui chante. Et ce n'est pas moi qui rien du tout là-dedans en fait. J'ai rien fait. Bonjour tout le monde. Mais par contre, notre jeune artiste qui s'appelle donc Réhausseur Sama, que vous avez pu voir, il y a un petit encadré en haut sur la page d'attente. C'est totalement un membre de ma famille. C'est même mon cousin. Donc, comme disait Rémi, on est quand même proche de ce qui se fait en politique, quoi. On place nos collègues. Super, bravo. Et pour répondre à Twitch Marigold, c'est bel et bien lui qui a écrit les paroles, qui a enregistré, fait le mix, le mastering. Par contre, on achète les instrumentales qui sont déjà préfaites par des beatmakers en ligne. Et voilà quoi, après il fait tout seul, et puis, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Et je suis fan de Luan aussi. Merci. Et du coup, voilà, le son que vous venez d'entendre sera disponible sur toutes les plateformes, que vous ayez Spotify, Deezer, Apple Music, ce que vous voulez. Il y aura même SoundCloud pour ceux qui n'ont pas du tout de plateforme. Ce sera disponible dès vendredi. Donc vous pourrez l'écouter en boucle depuis chez vous ou le mettre, voilà, le partager. En attendant, vous pouvez totalement le retrouver sur les plateformes. Il y a peut-être même une chanson où j'apparais si vous écoutez un peu ce qu'il fait. Il y a peut-être une chanson, je dis ça, si vous voulez entendre ma douce voix faire du rap. Voilà. Donc voilà. Je vous laisse, c'est le jour 1. Non mais attends, mais qui? C'est toi qui écris n'importe quoi là? Non. Non.
Très bien. Donc voilà, vous savez tous, c'est mon cousin. Bah, vas-y, bah. Voilà, c'est quoi le nom de sa chanson en intro du live? Ça s'appellera Calme-toi Dimitri, feat. Juste Milieu, donc ça sort vendredi. Soyez prêts, vous pouvez suivre un peu sur les réseaux si vous voulez, comme ça vous aurez les infos, vous aurez les infos en temps réel. Mais tu peux écrire le Blaze STP. Ouais, carrément. Je l'ai écrit à la place de Rémi, non? Tac. Grosseur Sama. Grosseur comme les bagnoles, Sama comme monsieur en japonais, tout simplement. Ne demandez pas l'origine du nom, c'est totalement débile. Et donc il a fait ça pour Rémi, et qui sait, on doit en parler demain, mais on va peut-être négocier un clip pour Rémi. Mais ça, il est pas encore au courant. Parce qu'on le veut en guest, on veut s'amuser. Mais ça, on verra. Et qu'est-ce qu'il écrit, lui? Putain, ma réputation. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à vos infos. En même temps, vous n'êtes pas là pour ça, on s'en branle. Vous êtes plutôt là pour la politique, l'actu, la coke, Pierre Palmade et tous ces trucs là. Là, tu le fais bien, je sais pas. Ouais, mais moi j'ai juste pas les sources. T'as le script à droite si tu veux. Voilà. Donc un peu de contexte. Sinon, tu peux montrer Sarah Salman au salon de l'agriculture. Non mais mec, non, je pratique pas ce genre de choses. Bah voilà. N'hésitez pas. Et puis si vous voulez plus d'infos sur l'artiste en lui-même, vous pouvez totalement m'écrire en privé. Bref, je vous laisse entre les mains de Rémi pour parler de choses moins drôles que la musique. On avait ma feuille, ça sert à chier. Bisous. Ça très bien. Moi, je suis juste à côté. Ah oui, putain, c'est toi ta chaîne. Ouais. Salut. C'est très bien. Tu vas faire ça plus souvent. D'accord. Je pars en vacances à Barcelone. Voilà, donc voilà, vous savez tout de cet incroyable conflit d'intérêts. Si jamais un journaliste de l'Express est dans le secteur, là on est sur du gros conflit, mais bon, moi qui aime la viande, c'est une sorte de conflit de canard. Yes. Et tiens, Sarah Salman au salon de l'agriculture. Voilà, c'est le fil Twitter qui a décidé, c'est pas moi. Vous savez, la dame insupportable qui est aux grandes gueules désormais. Ben ils ont tourné au salon de l'agriculture ce matin. Voilà. La pose façon Miss France sur une botte de foin. Jusqu'à présent, Foin, elle pensait que c'était une marque de bottines à la mode dans le Marais, qui a une petite boutique. Mais en fait, non. C'est du vrai foin que bouffent les vaches. Et c'est vrai que tu as un naturel, tu les vois, tu te dis, tiens, elles sont jolies, ces chèvres. Tu sens que elle est pas, c'est pas le truc, quoi. C'est pas le truc. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut avoir aujourd'hui, entre autres infos. Ah, les amis, vous voyez, on va parler, c'est le thème de la journée, cette affaire de garde d'asile, hein, cette affaire de vaccin, papillomavirus. On va prendre le sujet, mais tu vas voir, logique, juste milieu, parce que sujet complexe, et puis on va rester prudent, parce qu'il ne faut pas tout confondre, hein, on est à peine au début de cette affaire, on va en parler, c'est le fil rouge de l'histoire. Merci à Dostal qui a offert un abonnement à Pietro 1969, voilà, je le dis, et parce que vous êtes là. Allez, de toute façon, je fais ce que je veux. Des fois, j'écoute Kenji, des fois, je fais des cadeaux. On ne sait pas. Ce qui est d'ailleurs pour moi un cadeau. Euh, On va regarder La Farce Tranquille en avant-première. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Vers 17h40, 17h30, quand ça va me péter, hop, je vais le mettre en avant-première pour vous sur Twitch. On va regarder en Director's Cut. Alors, ça, c'est la version Papa Noël, le cadeau, le cœur sur la main. C'est la version Parti Socialiste. Après, la version, on va dire, Patrick Sébastien, c'est que je suis attendu par une amie au bar. Donc là, il y a des moments où on ne peut pas faire attendre les gens. Par respect, bien sûr, pour la dynamique amicale et tout ça. Donc, c'est pour ça. Je vais devoir me tirer vers 6h, 6h05, si vous êtes sage. Donc, qu'on soit bien d'accord, c'est important. Non, mais je préfère pas faire semblant, hein, c'est la famille. Je préfère vous dire très franchement ce qu'il en est. Moi, tu me dis, viens au bar, 18h15, je suis là à 16h30. Au cas où, non mais au cas où, tu sais pas. Voilà, et voilà, tout de suite, les gossips, tout de suite. C'est la presse people qui se déchaîne. Une amie ou un RDV Tinder. Non, c'est une amie. Après, j'ai Madame Milieu sur le dos, tu crois que c'est facile? Hein? Arrêtez de m'attirer des ennuis comme ça. Ça va maintenant. Hein? Ça suffit. Un peu de décence. Voilà, si je peux me permettre. Donc,
les copains, on est là-dessus avec voilà, le sujet, hein, pêle-mêle, si on balaye un petit peu les sujets du moment, on en a parlé, on va en reparler dans la farce tranquille, c'est la réforme des retraites. La réforme des retraites hein, qui est passée entre les mains du Sénat. Alors, c'est une ambiance plus détendue, hein. Au Sénat, de toute façon, on a une majorité centriste et LR, donc à droite, ce qui fait que ça va être une véritable promenade de santé pour l'étude du texte. Et sans grande surprise, ça passera, hein, on s'en doute assez aisément, ça passera cette histoire. Donc, c'est le sujet du moment là-dessus. Après, hein, tous les débats à l'Assemblée nationale, c'est voilà, après le sketch, hein, le sketch véritable qu'on a eu. Si on balaye un petit peu les journaux, parce que c'est vrai que tu sais, ce matin, je me suis réveillé, et je dis merde, on fait plus la matinale en fait. Parce que je me suis réveillé un petit peu plus tard que prévu. Et je dis tiens, on fait plus la matinale. Alors, apparemment, mauvaise idée, parce que j'allais vous faire quelques journaux, mais ça marche pas. Tu sais, caféine, le système, là. Apparemment, ils ont dit non. Ah si, c'est bon, ça marche. Et c'est vrai que on balaye plus franchement les journaux et je sais pas si l'idée vous plaisait hein, voilà, de regarder un petit peu ce qui peut se dire. Donc, on peut le faire hein, rapidement voilà, pour balayer les sujets d'actu avant d'aller dans le cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et si on prend le Parisien hein, d'aujourd'hui, on a eu les questions d'inflation et c'est vrai que là, ça pique, hein. Ça pique avec une info. J'ai tout lu ce matin, donc vous inquiétez pas, je fais le tri. On va pas tout lire, hein, parce que sinon on va pas s'en sortir. On a eu des questions d'inflation et qui sont très intéressantes parce que euh, le Parisien est allé interviewer Dominique Selcher, ou Schelcher, je sais pas comment on dit, PDG de Système U, et qui donne des éléments qu'on n'avait pas franchement jusqu'à présent. C'est sur l'inflation créée, et notamment par les géants de l'agro. Et on a ce paragraphe-là, alors qui pour le coup n'est pas tiré de l'interview de Dominique Selcher, mais Selcher le dit aussi un peu plus bas. Rarement le climat avec les Coca, L'Oréal ou Nestlé en revanche aura été aussi crispé. Pour le même type de produit, ces multinationales nous demandent 50% de plus que les PME. S'étrangle Jacques Cressel, président de la Fédération du commerce et de la distribution. Il y a peu, Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, parlait de demandes délirantes. Témoin de ces tensions en marge du salon de l'agriculteur, Lactalis, leader français des produits laitiers, expliquait n'avoir signé qu'avec 2 enseignes sur 5. Donc, on a un paramètre qui est intéressant et qu'on entend finalement peu sur ces questions d'inflation. Inflation colossale, hein, vraiment, avec des chiffres vraiment très importants. C'est l'inflation créée par les géants de l'agroalimentaire qui sont dans une relation inverse. C'est-à-dire que on a des géants de l'agro qui sont en capacité de ne pas distribuer des enseignes s'ils le souhaitent. Si vous voulez un Coca, s'il n'est pas chez Lidl, il s'en bat les reins en fait. Par contre, si, je sais pas, l'agriculteur qui fait de la tomate du côté de Perpignan, Carrefour lui dit c'est trop cher, il est obligé de s'aligner. Par exemple, même chose pour les producteurs laitiers. Donc on a une inflation créée qui est vraiment problématique et qui pèse dans une balance qui est déjà bien chargée avec différents chiffres, hein. On est à 14,5% en février sur un an, d'après les chiffres de l'INSEE. Donc on est quand même sur des choses intéressantes. On continue de balayer, enfin intéressantes et extrêmement chiantes, qu'on soit bien d'accord. Et il y a Massan 3466 qui critique pas Perpignan, s'il te plaît, tu rigoles quoi. Eh non, c'est pas loin de la maison, au contraire, Perpignan, j'adore. Perpignan la belle, Perpignan la douce, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. On a Emmanuel Macron en Afrique, hein, la petite tournée, hein, après Tintin en Algérie, Tintin à Rungis, comme dit Naïm, que j'adore, Maurice formidable. Désormais, c'est Tintin à Libreville, Brazzaville, Luanda ou Kinshasa, hein, Congo, Gabon, République démocratique du Congo, Angola. Voilà. Emmanuel Macron hein, repart en tournée. Alors, après s'être fait insulter en Algérie, hué à peu près partout, moqué au Mali, voilà. Que nous réservent les prochaines visites d'Emmanuel Macron? Va-t-il se faire caguer dessus par un hippopotame? Je ne sais pas où on en est en termes de dégringolade de la vision euh, de la France à l'étranger, mais préparez-vous parce que là, le vent va souffler. Ah, le ZEF va souffler. Là, c'est... Il repart en Afrique, donc c'est toujours une tannée, on va voir. Donc, voilà un petit peu sur Emmanuel Macron. Comme je vous le disais, il y a la première étape au Sénat. Voilà, sans maternité où il ne faudrait plus accoucher selon un rapport choc. Ça, c'est le Parisien. Euh, je vous balaye tous les éléments parce que je ne peux pas tout lire non plus. Papillomavirus, on va en parler. Calme-toi. Ça va, c'est le sujet du jour.
Détends-toi. Ça, c'est un plan médical voilà, du vagin, c'est le terme technique. On va en parler. La sécheresse, voilà, effectivement, ça c'est aussi un sujet intéressant en ce moment sur le plan plus écologique, hein. On a une sécheresse en France qui est assez énorme, hein. On parle de 30 jours sans pluie sur l'ensemble du territoire. Et ce qui, déjà que la période d'été a été compliquée pour nos amis agriculteurs, entre autres personnes directement affectées, on a même à l'hiver une sécheresse qui devient plus que problématique, hein. Et forcément, tout le monde s'adapte. Là, on parle du sorgho notamment. C'est révolution. Il y a le Mobile World Congress, voilà, sans transition. Mobile World Congress du côté de Barcelone. Ça, j'en parle, parce que j'adore Barcelone. Barcelone, c'est bien. Avec toutes les nouveautés sur le l'IFI, l'électroménager, la téléphonie, des trucs comme ça. Ils font des écrans pliables. Alors, Emmanuel Macron avait inventé le manifestant pliable, c'est-à-dire que tu peux plier en quatre quand ça t'arrange pas et tu le dégages. Là, c'est les téléphones, les écrans. Et tu peux plier ton écran, comme ça. Emmanuel Macron, lui, il fait ça avec les manifestants. On l'a vu, hein, au Salon de l'Agriculture, dans des séquences où, bon, là, tu tapes Macron cheveux, hein, c'est original, mais tu vois ce genre de séquence au Salon de l'Agriculture. Ouais. Alors, ce ne sera pas au Mobile World Congress, cette invention-là, mais c'est vrai que pour le gouvernement, c'est une sorte de révolution. Donc voilà un petit peu ce qu'on a pu avoir dans le Parisien aujourd'hui. Petit journal, hein, si ça vous dit, on fera ça à chaque juste bistrot, hein. Il y a toujours des journaux dans les bistrots, c'est tout. On se fera toujours un petit journal pour balayer l'ensemble des sujets avant d'aller sur le point clé de l'émission, the key point of the Just Bistro, qu'on n'oublie pas quand même les évidences. Donc, le sujet, vous l'avez compris, ça fait suite à l'annonce, hein, hier d'Emmanuel Macron du côté de Jarnac. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je peux pas croire qu'il l'ait pas fait exprès. Je peux pas le croire. C'est trop gros, c'est trop gros. Emmanuel Macron qui déboule et qui nous annonce, hein, je vais vous dire ce que dit le Parisien pour le coup, comme ça on était dessus. Donc une campagne de vaccination contre le papillomavirus pour les élèves de 5e. Cette initiative va être lancée dans les collèges afin de mieux lutter contre le virus, une action saluée par les médecins qui déplorent un taux de vaccination en France parmi les plus faibles d'Europe. Donc c'est la grande annonce d'Emmanuel Macron hier, mardi 28 février, du côté de Jarnac. Emmanuel Macron a annoncé cela, ce qui forcément entraînait diverses réactions. On va y venir. Et c'est vrai que tu te dis... Enfin, je peux pas le croire, en fait. Ah oui, alors, avant d'aller sur le papillomavirus, merci à Massan3466, très en forme, effectivement. Je vous ai pas parlé de ça, mais ça va aller très vite parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup à dire. Il n'y a vraiment pas beaucoup à dire. Noël Le Graët, hein, vraiment, comment on pourrait dire celui-ci, c'est le Saruman du football français. Bon, alors lui, il n'a pas le Palantir sous la main. C'était souvent le cul de ses secrétaires. Mais bon, c'est ce qu'on peut. Il a pris sa retraite. Et, enfin, il a dégagé de la Fédération française de foot. Il a dit, c'est bon, allez, ça suffit. Après toutes ces affaires, lui serait resté jusqu'à 150 ans. Mais là, il a dit non. Là, il faut être rigoureux. Il est parti et dans la foulée, hein, on apprend que Noël Le Graët a été nommé à la FIFA par Gianni Infantino. Il va diriger le bureau de Paris. Il a été nommé en raison de ses compétences, son expertise et son expérience. Alors, on imagine que c'est dans le domaine du football plus que du harcèlement, voire de la couverture d'affaires pédocriminelles. Mais très beau rebond de Noël Le Graët qui a assurément dû traverser la rue pour trouver ce joli poste. Un poste qui est fictif, soyons bien d'accord. D'ailleurs, Romain Molina en a parlé hier dans sa vidéo. Romain Molina que je salue et que j'embrasse, que je remercie. On a eu la chance d'avoir sur la chaîne Juste Milieu. Et Romain en a parlé hier dans sa vidéo. Tu vois, je peux dire Romain. Ça, c'est la classe. Ça, c'est un moment où tu commences... Là, je commence à avoir le boulard. Tiens, un mec que j'admire quand tu commences à dire « Ouais, Romain. Ouais, je connais, ouais. Ouais, le gars avec les cheveux, là. Ouais, ça me parle, ouais. Roro. J'appelle Roro. Là, je commence à avoir le boulard. Là, je me dis « Ça y est, Rémi, t'es plus le même. C'est fini, bac pour commerce. À toi, Hollywood. À toi, les States. À toi, la FIFA. » Et voilà, un rebond, voilà. Donc, si tu veux,
à côté, la mafia sicilienne, c'est une bande de stagiaires. Parce que vraiment, la FIFA, ils en sont plus au stade où, au stade football, c'est pas drôle. Attention, il y a un niveau de vanne ici, c'est une gamme premium. On rigole pas sur n'importe quoi. Ça, en l'occurrence, ça n'est pas. Euh, la FIFA, bon, il y a un niveau où il y a eu le Qatar et tout ça. Alors ça a dégagé x12. Tu sais, il te dit oui, l'éthique, déontologie, non. Tiens, regarde, un ballon, allez, ça dégage. Donc, ils récupèrent des ordures de cet acabit. Bon, au moins, la mafia, ils ont l'honneur de se tuer entre eux, tu vois. Quand t'en as un qui trahit son clan, tu finis coulé dans une dalle au fin fond du Vésuve, la police n'exclut pas la thèse du suicide. Non, la FIFA, ils recrutent les ordures, en fait. Donc bon, à partir de là, voilà, donc on va pas épiloguer là-dessus. Vous avez compris le niveau de saloperie où on est. Mais revenons à notre affaire de papillonavirus. Merci, Kraken Dragon. Ça me fait plaisir. Ça me touche. Alors, sans transition, parce que attention, le sujet d'avant, effectivement, était un petit peu suspect. Kraken Dragon qui vient de Sun Prime, 5e mois, merci beaucoup, qui dit tu nous étonnes tous les jours par ta pertinence et ton humour. GG, l'équipe. On n'oublie personne, bien sûr, personne. Édouard Marie, c'est une première ligne de mêlée. Je pense que Antonio Bail Marchand du 15 de France, on les prend. À mon avis, on les prend. Donc, on va essayer avec toi d'abord. Donc, voilà, sur cette affaire de FIFA. Mais sans transition, on va aller sur le papillomavirus. Donc, on a quelques éléments et tout de suite, pour aller voilà, dans le vif du sujet, bien sûr, après l'annonce d'Emmanuel Macron, très vite, le spectre du Covid-19 a pointé le bout de son pif. Et je suis obligé d'être juste milieu. Parce que sinon, vous me diriez, t'es juste un type avec une barbe affreuse et une chemise Zara trop petite. Je suis obligé d'être juste milieu. C'est qu'effectivement, quand Emmanuel Macron annonce une campagne de vaccination, alors où les termes nous rappellent forcément beaucoup de choses, et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais quand il nous dit le vaccin ne sera pas obligatoire, mais il y aura de grandes campagnes d'information pour informer les parents, parce que ce sont les parents qui prennent la décision. Alors qu'on se rappelle qu'au moment du Covid, suffisait la décision d'un seul parent, et puis, à n'en pas douter, il y a eu des séances de vaccination où l'autorisation des parents n'a même pas été obtenue. Ça, j'ai pas de preuves formelles dans un média, vous savez comme j'aime le faire, mais j'ai peu de doutes là-dessus, mais qu'importe. Donc forcément, quand Emmanuel Macron dit cela, on ne peut que penser à la résurgence de la période du Covid, où ça y est, c'est reparti, ça va picoter, séance d'acupuncture pour tout le monde sur cette maladie. On va évoquer les chiffres après justement pour voir ce qu'il en est. Alors, c'est là où juste milieu. Soyons prudents, parce que, et c'est pour le coup la ligne que j'ai toujours défendue, le problème au moment du Covid n'était pas le vaccin anti-Covid. Enfin, à mon avis, c'était mon avis. C'est-à-dire que quand on traitait d'anti-vax des gens comme le professeur Raoult, comme le professeur Perron et consorts, qui ont toujours, à travers leurs fonctions respectives, œuvré et notamment le professeur Raoult qui a même écrit un livre à ce sujet, œuvré pour l'expansion du vaccin pour lutter contre diverses maladies, je veux dire, il fallait bien comprendre à ce moment-là que l'attaque d'antivax était ridicule. La qualification d'antivax était ridicule dans la mesure où la plupart des gens n'étaient pas des personnes enfin opposées à l'idée même de vaccin, ce qui ça ne représente qu'une petite fraction de la population. La majorité des gens qui ne voulaient pas faire le Covid-19 étaient des gens qui avaient un carnet de vaccination à jour. On avait juste là une méthode, une façon de faire qui posait plus que problème en termes de privation de liberté et compagnie. Enfin, vous connaissez la salade. Donc, forcément, quand Emmanuel Macron dit ça, tu dis, oula, attention, ça rappelle. Hein, quelque chose qui me rappelle. Hein. C'est joli, ça, non? Je sais plus. Je crois que c'est joli, mais je suis pas sûr. Donc, soyons juste milieu. Et on va étudier la question aujourd'hui, c'est tout le but. Quelle est cette histoire de vaccin papillomavirus? Et pour ça, je vous ai trouvé un article plutôt bien foutu, hein, par Ouest France, nos amis Ouest France, qui donne un petit peu des éléments, des chiffres, des choses comme ça. Et puis, on va creuser le sujet parce que vous allez me dire, oui, Rémi, tu parles pas du garde d'asile. Bougez pas, j'arrive. Ça va, on se calme. Tout le monde garde son sang-froid et son slip sur sa tête. On va y arriver. Donc, 70 à 80% des femmes et des hommes sont exposés à cette infection sexuellement transmissible au cours de leur vie. Le taux de vaccination reste faible. Voilà. Et on a plusieurs éléments, plusieurs données
hein, c'est Santé publique France qui nous donne ces éléments-là. Bénigne dans 90% des cas, cette infection sexuellement transmissible peut provoquer des lésions précancéreuses et des cancers lorsqu'elle devient persistante. Ça, on peut le lire sur le site papillomavirus.fr, qui est un site d'information au sujet de la maladie. Je vous le mets dans le chat d'ailleurs si vous voulez creuser la question. Parce que avant, bien sûr, de s'emballer sur le sujet, renseignons-nous. On est des gens sérieux. Si on se retrouve sur Juste Milieu, c'est pas pour hurler dès qu'on entend le mot vaccin. Ça, c'est ce que l'Express voudrait faire croire aux gens. Voilà, non. On est des gens sérieux, on a une chemise, on a une gourde avec de l'eau. Au bout d'un moment, voilà. Donc, on a ces éléments-là. Les papillomavirus humains sont responsables de 2900 cancers du col de l'utérus, provoquant plus de 1000 décès par an, 1500 cancers de la sphère ORL, 1500 cancers de l'anus, 200 cancers de la vulve ou du vagin et une centaine de cancers du pénis. Donc on a voilà, des risques de cancer qui sont assez clairs, avec des données qui sont celles que je viens de vous lire. On va aller ensuite sur la question des vaccins. Donc c'est ici, quels sont les 2 vaccins qui sont actuellement sur le marché pour lutter contre le papillomavirus et les vaccins qui risquent fort d'être ceux proposés dès le collège, comme l'a annoncé Emmanuel Macron. Et là, il y a peut-être un nom qui va vous dire quelque chose. On va y venir. Donc, dans ces 2 vaccins, pour présenter les éléments, le premier, le vaccin Cervarix, qui protège contre les papillomavirus humains 16 et 18. C'est un vaccin bivalent, pris en charge à 65% par l'assurance maladie. Et le deuxième est le vaccin Gardasil 9, qui protège quant à lui contre les HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 et le numéro complémentaire, le 58. C'est un vaccin non avalent, lui aussi remboursé à 65% par l'assurance maladie. Donc, à partir de là, il faut rappeler ce qui est important, ce que le dit le site Vaccination Info Service, qu'on soit quand même bien d'accord là-dessus. Le vaccin Gardasil, qui protégeait donc contre les 4 souches de virus évoquées précédemment, n'est plus commercialisé aujourd'hui. Il n'est plus sur le marché. Et vous allez comprendre rapidement, parce que c'est un vaccin qui, effectivement, a beaucoup fait parler de lui par le passé, qui a entraîné beaucoup de problèmes. Donc, depuis le 1er janvier 2021, il est recommandé de réaliser toute nouvelle vaccination avec le vaccin Gardasil 9, qui est la nouvelle version. Et effectivement, celui-là aussi pourrait peut-être poser des problèmes. Et je vous ai sélectionné des vidéos, vous connaissez la maison, de médias tout à fait qualifiés. Donc là, on ne parle pas d'hurluberlus sur YouTube qui répandent leurs fanges complotistes aux oreilles les plus sales, prêtes à écouter cela. Non, non, là, j'ai fait confiance à BFM TV, à toute l'équipe. Donc, voilà. Mais contrairement au vaccin contre le Covid-19, par exemple, ceux contre les papillomavirus ne sont pas interchangeables. Tout schéma vaccinal commence avec le Cervarix doit être mené à son terme avec ce même vaccin. Quelle efficacité? Ça, c'est vrai que c'est une question, faut se la poser. Je vous lis le paragraphe. Selon l'OMS, les cancers causés par les infections au papillomavirus humain seraient totalement éliminables grâce au dépistage et à la vaccination. Pratiquée avant le début de la vie sexuelle, l'efficacité de la vaccination pour empêcher l'infection par les papillomavirus, inclus dans le vaccin, est proche de 100%, selon le site Vaccination Info Service. La protection est moindre si la vaccination est réalisée après le début de la vie sexuelle, puisque le vaccin ne protège pas contre les infections antérieures. Néanmoins, la vaccination ne protège pas contre tous les papillomavirus liés au cancer du col de l'utérus, précise le site Vaccination Info Service. C'est pour cette raison que le dépistage par frottis doit être réalisé tous les 3 ans de 25 à 65 ans, que les femmes soient vaccinées ou non. La vaccination ne se substitue donc pas à un suivi gynécologique régulier chez les femmes. Donc ça, c'est pour la notion d'efficacité. On a évoqué la couverture vaccinale, on l'a évoqué précédemment, 37% chez les femmes et 9% chez les hommes, alors que l'objectif est de 80% d'ici à 2030. On n'est pas encore dans les clous. Voilà. Le problème, on va y arriver, les effets secondaires. Je vous lis tout l'article de Ouest France pour vous donner les éléments, après on va creuser le sujet. On ne va pas tout de suite crier au loup. Au loup! Voilà. Attention. Attention, et puis de toute façon, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas médecin. Donc moi, je vous lis les articles parce que j'en sais rien. J'ai un peu une chemise de médecin. C'est vrai que si je me chauffe, je peux te prescrire des Doliprane. Tiens. Mais je peux pas. Donc je vous lis, parce que moi, j'ai aucune... Garde d'asile, pour moi, c'est un policier qui gardait des asiles. Donc tu vois, je pars vraiment de loin, ça vous le savez. Donc on soit bien d'accord, je
je ne pourrais pas vous conseiller quoi que ce soit. Suppositoire, vous regardez BFM TV, c'est bon. Allez, 1 heure de BFM TV, c'est un camion de suppositoire. Donc, les effets secondaires du Gardasil, enfin, de ces vaccins-là, comme pour les autres vaccins, celui contre les papillomavirus humains est fortement déconseillé chez les personnes allergiques à l'un des composants du vaccin, ou lorsqu'une réaction allergique s'est produite après une précédente injection. Enfin, après, il faudrait les connaître, les composants du vaccin. Hein? Voilà, vous avez compris. La vaccination doit par ailleurs être reportée si la personne est malade ou fiévreuse. Parmi les effets indésirables signalés et liés à la vaccination, une réaction à l'endroit du corps où l'injection a été réalisée est très fréquente. De la fièvre ou des douleurs musculaires après le vaccin sont également régulièrement observées. Mais les réactions allergiques sont très rares. Selon Vaccination Info Service, lorsque cela se produit, il peut s'agir d'une éruption cutanée accompagnée parfois de démangeaisons, d'un gonflement des yeux et du visage, de difficultés respiratoires ou encore d'une chute soudaine de la pression artérielle et d'une perte de connaissance. Et la réticence, c'est ça le problème. Il y a de la réticence, parce qu'il y a eu des antécédents qui ne sont pas jojo. Et là, on ne parle plus de Johnny Hallyday. Depuis sa mise sur le marché en 2006, le vaccin contre les HPV fait l'objet de controverses. Une femme avait porté plainte en 2013 contre Sanofi Pasteur MSD pour des effets secondaires liés au vaccin Gardasil. Elle reprochait au laboratoire de ne pas avoir informé des risques inflammatoires du système nerveux central. D'autres femmes, après elles, ont déclaré avoir développé de maladies auto-immunes à la suite de leur vaccination. Ces dizaines de plaintes ont débouché sur un non-lieu en 2019. Là-dessus, là. La justice n'a pas prononcé de mise en examen dans le procès du Gardasil, ce qui devrait ouvrir la voie à un non-lieu. Alors, elles les ont eu, les effets secondaires. Mais la justice a dit non-lieu. Ils n'ont pas eu lieu. Non, ils n'ont pas eu lieu, ces effets secondaires. Donc, voilà. On voit que des questions se posent sur, on va dire, les antécédents de ce vaccin qui devrait, tôt ou tard, faire la une des médias. Alors, là, ce qui va être intéressant, c'est que le problème ne pourra pas être suivi en temps réel, on va dire. Comme c'est le cas pour le Covid-19, où on a souvent l'argument du recul que l'on n'a pas, enfin, sauf pour Dr Marty, lui qui a des milliers, voire des millions d'années de recul, mais ça, c'est pas mon problème. C'est-à-dire qu'avec le Covid-19, beaucoup de gens avaient la digue, avaient la protection de dire bon oui mais on ne sait pas, on va voir, c'est du temps réel face à une menace imminente. Là pour le coup on parle de vaccins qui sont sur le marché depuis plus de 10 ans, donc on pourra voir ce qui a été dit par le passé dans la presse. Bon alors si on nous explique qu'en 2015 il y avait déjà du complotisme par rapport à la déclaration de Macron en 2023, là après c'est retour vers le futur, hein. Moi j'y suis pour rien. Donc je vous ai sélectionné quelques petites séquences qu'on a pu voir dans les médias. Et les médias, voilà, là c'est France 3 Provence, Alpes-Côte d'Azur. Il y a des cigales, c'est sérieux. Et qui parlait justement de ce vaccin Gardasil pour un petit peu faire le point. Alors même si on l'a dit, il y a plusieurs versions de ce vaccin qui ont été mises à jour et qui se sont suivies sur le marché, mais pour voir un petit peu ce qui a été dit dans les médias par le passé, hein, et éviter qu'on nous présente cela comme une aubaine, comme une sorte de verre d'eau chaude, absolument pas dangereux, hein, et sans dire pour autant que c'est complètement dangereux. Voilà. Tu vois, non, alerte l'Express, il faut expliquer des choses qu'un journaliste de l'Express ne veut pas comprendre. Je dis, c'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il ne veut pas, ce qui est encore plus dur. Son quotidien est un calvaire. 2 fois par jour, Julie doit subir des soins infirmiers pour des plaies qui ne cicatrisent jamais. Elles sont situées à plusieurs endroits du corps et sont apparues spontanément. Après une injection de Gardasil en 2008, Julie a déclaré une maladie orpheline, la maladie de Verneuil. C'est très invalidant, c'est très gênant, très handicapant et c'est douloureux. J'avais attaqué une formation, j'ai eu mon diplôme, bien sûr je ne peux pas travailler. Donc, je fais comme je peux, mais bon, c'est un peu dur. Du cancer du col. Le Gardasil est un vaccin préventif du cancer du col de l'utérus. Depuis 2006, des campagnes publicitaires sont diffusées à la télévision. Elles s'adressent directement aux mamans. Protéger sa fille, se préoccuper de son avenir, c'est ce qu'il y a de plus naturel pour une mère. Je préférerais ne jamais avoir fait ce vaccin à ma fille et ne pas l'avoir rendu malade, mais il est évident que pour moi, les responsables doivent payer. C'est évident. Malgré la constitution d'un dossier médical, les autorités sanitaires refusent de reconnaître la responsabilité du Gardasil. Pourtant, d'autres cas d'effets indésirables existent. Alors ça, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Effectivement,
Bon, et puis on est, voilà, il y a 11 ans, ces éléments-là, mais Marie-Océane qu'on a-t-elle soit bien été d'accord, hein, si je vous montre ça, c'est plus un historique médiatique, parce que tu peux vite croire que je vous montre ça pour dire faut pas le faire. Non, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. La question, et je l'ai vu dans le chat, effectivement, Vinka91 qui dit alors que chacun puisse décider en son âme et conscience. J'ose espérer que, euh, que la logique du gouvernement va pas être une obligation, enfin une obligation déguisée comme ils l'ont déjà fait, c'est-à-dire de dire voilà, si vous le faites pas, vous n'avez pas accès à l'école, tout simplement. Donc, euh, on va parler de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que on a une vidéo, et là, on va regarder un bout. On a une vidéo du professeur Raoult qui parle de ça. Papillomavirus, faut-il se faire vacciner? Le 24 septembre 2019 sur la chaîne de l'IHU Méditerranée. On va regarder parce que, on va voir un peu ce qu'il me dit. Je découvre avec vous cette vidéo pour creuser un petit peu le sujet et voir ce que le professeur Raoult, que beaucoup tiennent encore aujourd'hui en haute grâce, disait de cette affaire-là. Ça va être intéressant, là encore, pour avoir des éléments. Professeur Didier Raoult, docteur Hervé Tissot-Dupont, on sait que le papillomavirus est responsable de cancer du col de l'utérus chez la femme. Est-ce que ce virus est impliqué dans la survenue d'autres types de cancers? Oui, et c'est l'objet d'une ambiguïté. C'est une des raisons pour lesquelles il y a des politiques vaccinales qui sont inadaptées. C'est qu'au départ a été découvert le rôle du papillomavirus dans le cancer du col de l'utérus, dont on savait que c'était une maladie sexuellement transmise depuis le 19e siècle par l'observation du fait que les religieuses n'avaient pas de cancer du col de l'utérus. Et donc on pensait que c'était une maladie sexuellement transmise. Mais depuis que ceci a été découvert et qu'a valu à son découvreur le prix Nobel, on sait aussi que c'est la cause de multiples autres cancers, dont le cancer de la gorge, dont le cancer de l'anus chez l'homme et chez la femme, et il y en a autant chez l'homme que chez la femme, le cancer de la verge, et que donc c'est toute une série de cancers qui sont liés à ce virus, qui est un virus qui est sexuellement transmis. Et quelle est la prévalence de ce virus dans la population générale? Est-ce qu'il y a des profils spécifiques qui sont affectés par ce virus? En moyenne, 20% des patients ont eu un jour un contact avec ce virus. Et on pense que c'est beaucoup plus, puisque le virus a une clémence au bout d'un an, et on peut se faire recontaminer par d'autres virus, sachant qu'il y en a plus de 200 types différents. Mais seuls 2 sous-groupes sont responsables à eux seuls de 80% des cancers. Est-ce qu'il y a des sexualités qui sont particulièrement touchées par ce virus? Tous les types de sexualité amènent à être en contact avec ce virus. Dans l'étude que nous avons fait, que nous faisons en continu dans la surveillance des patients, que ce soit des patients consultant pour des signes de maladies sexuellement transmissibles ou simplement en surveillance, environ 29% des femmes ont au moins un site infecté et 37% des hommes ont également un site infecté. Après, selon le type de sexualité exprimée par les patients, ceux qui disent avoir des rapports sexuels avec les hommes ont plus de 45% de positivité. Ceux qui disent ne jamais avoir eu de contact avec les hommes sont quand même à 29%. Et d'ailleurs, un élément important à intégrer dans le papillomavirus qui a un lien direct et exclusif avec le cancer du col, c'est que depuis des années, nous on avait fait ça avec le professeur Piana, les autoprélèvements vaginaux ont une valeur de diagnostic du cancer du col de l'utérus au moins aussi bon que l'examen gynécologique et sont beaucoup mieux tolérés par la population. Donc la généralisation de l'autoprélèvement par écouvillon pour recherche de papillomavirus est le moyen de détection qui actuellement est le plus fonctionnel de tous. Et donc les autoprélèvements permettent de passer par-dessus la gêne que peuvent avoir un certain nombre de femmes à avoir des examens gynécologiques avec un spéculum et le remplace de manière efficace. Quelles sont aujourd'hui les recommandations vaccinales contre ce virus? Est-ce que ces recommandations vous semblent cohérentes?
comme globalement pour les vaccins, si vous voulez, pour savoir si quelque chose apparaît cohérent à l'ensemble des uns et des autres, il faut regarder ce que font les autres et quels sont les résultats. Nos résultats sont mauvais. Nous avons une couverture vaccinale, si on prend les hommes plus les femmes, qui est une des plus basses des pays développés. Parce que nous ne vaccinons que les jeunes filles avant 16 ans, sinon on ne le rembourse pas, ou maintenant on a ajouté les garçons homosexuels, mais on voit mal les garçons me disent remboursez-moi le vaccin parce que je suis homosexuel, c'est pas aussi simple que ça. Tandis que des pays comme l'Australie, qui depuis plusieurs années font une vaccination généralisée garçons et filles, ont réussi quasi-éradication du papillomavirus. Aux États-Unis, on vaccine aussi les garçons et les filles. Les Anglais, qui avaient pris un certain retard, comme nous, en disant on va vacciner que les filles, sont revenus dessus, vaccinent maintenant les garçons et les filles. Et donc, tout ça met en évidence, je crois que d'ailleurs la ministre a commencé à prendre position sur ce sujet, sur le fait qu'il faut vacciner les garçons et les filles. C'est une vraie priorité. On estime qu'il y a 2000 morts par an en France de cancers qui sont induits par le papillomavirus. Et donc ça, c'est une vraie priorité de santé publique, une vraie de vraie. Quand on parle de prévenir 2000 morts par an, c'est des choses sérieuses. C'est intéressant vraiment cet élément du professeur Raoult. Alors je vous le montre, c'est pas un hasard, beaucoup d'autres médecins, beaucoup d'autres pontes ont cet avis-là également, mais comme quoi, pour un anti-vax, ça va. Pour un anti-vax patenté que nous ont présenté tous les médias, ça va. C'est pas énorme. Donc, voilà, les amis, sur ces éléments-là de réflexion. Alors, on va voir un petit peu ce que ça va donner, parce que c'est vrai qu'entre ce qu'annonce Emmanuel Macron et la réalisation sur le terrain, il y a souvent un grand écart qui ferait pâlir d'envie Clara Morgan dans ses grandes heures. Donc, voilà, faut voir un petit peu ce qui va en être, mais affaire à suivre là-dessus sur les conséquences de cette déclaration. Est-ce que ça va entraîner sur le terrain? Ça, c'est important. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, par rapport à ces déclarations, j'y pense, je cherchais dans ma tronche ce que je voulais vous dire. C'est dans le canard enchaîné du jour que je vais essayer de vous montrer cela. Bougez pas, on va faire du réglage technique, ça va être... Là, attention, là c'est en direct. Donc là maintenant, il y a une maîtrise qui fait que normalement j'arrive à vous sortir une capture du canard enchaîné en moins de 2 heures. En moins de 2 heures. Donc je ne dis pas que ça va bien se passer, mais voilà. Vous rappelez, pour vous donner le contexte, parce que quand je parle des déclarations d'Emmanuel Macron, il y avait eu celle il y a 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça, avec l'histoire des RER. Tu sais, il voulait que 10 métropoles de France aient leur propre RER, tu sais. Et là, c'était du Macron pur jus. Même dans le gouvernement, il y a des gens qui l'ont appris. Vraiment, à ce moment-là, il y a des gens qui ignoraient la volonté présidentielle d'évoquer ce projet-là. Donc, ça a surpris pas mal de gens. Et tu dis, tiens, RER, quand même... j'ai fait des Lego étant petit, mais ça se fait pas comme ça. Tu vois, ça se fait pas comme ça. Et Emmanuel Macron, il t'a dit... il t'en a pas dit plus, en fait. Il t'en a pas dit plus. En revanche, on a appris aujourd'hui dans le canard enchaîné, voilà, que je vous montre aujourd'hui même. Oh la tuile. Oh bah super. Tu vois, j'étais bien, ça avait bien commencé. J'ai paumé la page. Ouais, c'est là, voilà. C'est celle-là. Ouais, mais on peut pas lire. Oh putain, c'est fou. Je suis pas mal là. Là, je suis bien. Là. Des contribuables locaux très en train. Je vais vous lire l'article parce que c'est vraiment un résumé de ce qu'est la politique macronienne. C'est-à-dire que il y a des grandes annonces. Choix numéro 1, elles ne sont jamais réalisées. Choix numéro 2, elles sont réalisées, mais avec de l'argent public. Il n'y a pas de vision à long terme, il n'y a pas de réutilisation de fonds existants. C'est toujours pareil. Et pour vous dire sur cette histoire de RER qui avait été une grande annonce, qui avait beaucoup été médiatisée, on peut lire dans le canard enchaîné du jour
Donc déjà pour le contexte, en annonçant le 24 février 100 milliards d'euros pour le rail d'ici à 2040, alors rien à voir avec l'affaire Palmade quand même, dont une part encore très floue destinée à des RER métropolitains, Elisabeth Borne semble exaucer la ruineuse promesse portant sur ces RER faite par Macron en novembre. Voilà. Je dis 2 mois, c'était il y a un peu plus, en novembre, ce qui fait 4 mois, techniquement. Et qui l'eût cru? Je vais vous lire ce que nous dit le Canard enchaîné. C'est tel les prix qu'il croyait prendre. Hein. La locataire de Matignon a pourtant assorti celle-ci de réserves qui interrogent. Pas question, par exemple, de faire monter l'État dans ces fameux trains du quotidien sans penser à la dette de la France ni au respect des grands équilibres financiers. Traduction, les contribuables locaux vont devoir financer une partie des travaux déjà engagés par les élus dans une bonne dizaine d'agglomérations. Marseille, Bordeaux, Rennes, Nantes, Lyon, Toulouse, Strasbourg, etc. Et d'autres klaxonnent derrière. Pour permettre des dessertes de TER urbains fluides et à haute fréquence, chaque projet nécessite en moyenne 1 milliard d'euros de travaux d'infrastructure, estime Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF. Certes, l'État qui compte solliciter Bruxelles, décidément, apportera sa subvention de départ, mais les villes et les régions peuvent s'attendre à participer à hauteur de 50%. Donc, pourquoi je vous lis ça? On est vraiment dans ce que la politique macronienne peut faire de mieux, c'est-à-dire des annonces grandiloquentes, des promesses, des idées, des grands plans, des livres blancs, tout ce que vous voulez. Et ça se conclut quasiment toujours de la même manière avec de l'argent public. Avec de l'argent public. Et autre point, et ça c'était dans Libération, je vais vous le retrouver. Je bosse. Hein. Là, en ce moment, je bosse. Je suis motivé, le matin, je me fous les journaux dans la gueule. Là, il y a du boulot. Et tu vas voir, attention. Je vais te montrer ça dans Libération du jour. Sur cette notion d'argent public, il me semble que c'est Libération. Mais sur cette notion d'argent public, où on voit que le quoi qu'il en coûte, qui a tant été applaudi par bon nombre de médias et compagnie, qui disaient c'est super, on a un gouvernement responsable, et patati et patata, et ben en fait, on est surtout face à un gouvernement qui n'a quasiment que cette solution-là en permanence pour réaliser sa politique. Alors, breaking news, c'est pas Libération. C'est pas Libération, c'est peut-être l'Opinion. Je fais le tour, je vais vous dire. Ou alors c'est le Figaro, mais je ne l'ai pas sur ce ordi-là. Ah oui, non. Faut que je vous dise aussi. Oui, voilà, c'est ça. Si, c'est l'Opinion. C'est la une de l'Opinion du jour que je vais vous montrer en direct live. Hein, avec, tu vois, là, une maîtrise technique. Il y a des gens qui sont en larmes hein, à l'heure actuelle, hein, devant leur écran, en se disant il a progressé le ptio. Voilà, tu vois. Dépenses publiques, une efficacité de dingue. Donc, pour reprendre le fil, je vous disais, la France, enfin, la méthode macronienne est un petit peu toujours la même, c'est-à-dire que tout se solde en dette publique. Et on apprend qu'en 2021, la France a dépensé 7,5 points de PIB de plus que la moyenne de l'Union européenne, selon une étude réalisée par le spécialiste des finances publiques François Ecal. Donc, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et puis pour vos feuilles d'impôt aussi, en fait. Parce que, voilà, la phrase d'intro résume bien ça. La France dépense beaucoup, mais mal. Par exemple, un morceau choisi, l'année du rebond post-Covid, la France a mobilisé 59% du PIB en dépenses publiques contre 51,5% en moyenne en Europe, un écart colossal. Et effectivement, c'est la logique de la France. Et il y a encore ce que nous dit l'article, c'est qu'il y a des domaines où cet écart est plus significatif. Les dépenses de protection sociale représentent ainsi 34% du PIB en France en 2021 contre 28,6% des dépenses qui se font forcément au détriment des dépenses d'avenir et nourrissent le déficit public tant elles sont supérieures aux recettes. Cela inclut les retraites, avec une différence qui culmine à 2,3 points de PIB par rapport à la moyenne de l'UE. Donc, on voit bien que de manière générale, la politique d'Emmanuel Macron n'est pas une politique de long terme. Et ça se répercute, ça se répercutera dans les chiffres de demain. On ne peut pas juger aujourd'hui de conséquences économiques à moyen, voire long terme. C'est-à-dire que ce que fait la politique d'Emmanuel Macron depuis 2017, qui a culminé avec le quoi qu'il en coûte, mais les conséquences n'auront lieu que dans 5 ou 10 ans.
Et plus elles vont se rapprocher, plus elles seront graves. C'est parce que c'est comme un écho. C'est-à-dire que s'il est bruyant tout de suite, c'est que tu as vraiment gueulé très très fort. Donc, on le voit dans les statistiques économiques qui sortent et qui s'accumulent. L'économie française est en train de s'écrouler. Et en plus, alors que nos membres du gouvernement aiment regarder du côté de nos voisins pour dire les Allemands ont fait ça, donc on va le faire. Les machins ont fait ça, donc on va le faire. On voit bien que, pour le coup, dans le domaine des dépenses publiques, nos voisins sont de bien meilleurs élèves que nous. Donc, voilà, petit point d'actu économique, parce que c'est vrai que, sur Juste Milieu, on rebondit. Hein. C'est une sorte de kangourou, en fait. Kangourou de l'actu. Donc, voilà, on est un peu là-dessus. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit, on va se faire la farce tranquille en priorité. En avant-première. Je le dis. Il va se passer cela. Je vais vous diffuser l'épisode en avant-première. Ça va être complètement fou. Merci à Oops, I Miss My Nickname qui vient de Subprime. J'ai oublié de remercier, mais j'avais vu. Merci à Soldona qui a Subprime 6e mois également. Et Clerma19 que j'embrasse 8e mois. Merci beaucoup. Donc, en plus, breaking news, finalement, je suis attendu un petit peu plus tard au bistrot, mais qu'importe. Parce que merci, salut à Oops, I Miss My Nickname, Oops, I Did It Again, Britney Spears. Je suis attendu un peu plus tard, mais c'est pas grave, on va honorer sa promesse. Je suis pas Bruno Le Maire. Donc on va quand même regarder l'épisode en avant-première. J'ai vu passer ça, j'ai vu la page, les filles bien avant. Je sais. Ben, ce sera après l'épisode. Parce que sinon, les gens vont se suicider. Parce que c'est vrai que c'est de la merde. Faut le dire. C'est de la merde. Donc, on va se mettre l'épisode et après, on va se faire une page de Les filles bien n'avalent pas, le best-seller dont, à n'en pas douter, nous relançons les ventes. Donc, chers amis, je vous l'avais promis, c'est le... Dis-moi. C'est en coulisses, là, le magicien. Et à la fin, c'est vrai qu'il y a Twitch Marigold qui demande ça. Tu feras de la drill en fin d'épisode. Elle a demandé juste le rap à la fin. Mais il est sur l'écran de fin. Donc en fait, si tu laisses un peu, normalement, il se lance. Oui, mais les gens vont se tirer. Du monde. Mais je l'ai pas sur à moi. la fin. À la fin, je peux pas le diffuser moi. Si Et je twerk. Ah. Alors pour le diffuser, ok, pour twerker, pas chaud de ouf, quoi. On va voir. On va réfléchir en coulisses pendant l'épisode. Donc, les amis, l'épisode La Farce Tranquille, l'épisode 91, rendez-vous compte, hein, on se rapproche dangereusement de la centième. La centième, putain, j'en perds mes mots, je bafouille. Je vais boire de l'eau, tiens. Et épisode en avant-première pour vous, un épisode, voilà, on sort un petit peu du contexte de la réforme des retraites. Ça va être... C'est pas mal de plaisir, des petites pépites, some small nuggets. Et c'est vrai qu'on dit comme ça, pépite. Je sais qu'il y en a qui sont bluffés, mais on dit vraiment comme ça. Donc, les amis, regarde, je mets ma tronche. Je vais essayer de vous lancer ça techniquement. Mais bon, maintenant, il y a une maestria qui confine au génie. Donc, les amis, avantage réservé pour les spectateurs de Twitch et que pour vous, l'épisode, voilà. 20 minutes avant. Voilà. Ça va finir que les autres vont commencer. Il y a un truc qui est quand même incroyable. Donc, je vous souhaite un excellent épisode et on se retrouve après ce monsieur qui a des choses à vous dire. On passe enfin à autre chose. La réforme des retraites est à l'Assemblée nationale. La grogne populaire n'est pas terminée, mais visiblement, il s'en branle. Et encore plein d'autres réjouissances qui vous attendent. Il est l'heure du 91e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, on se retrouve avec joie, honneur et souplesse pour ce nouvel épisode de La Farce Tranquille, le rendez-vous politique sur Juste Milieu tous les mercredis à 18h. Vous le savez, voilà, c'est désormais sur le calendrier, sur le frigo, tu sais, celui que tu vois avant d'ouvrir et manger de la mousse de canard. Voilà, petit plaisir gourmet avant d'attaquer, et puis autre plaisir aussi gourmet. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner à Juste Milieu, c'est le petit plaisir, le bouton
prévues à cet effet et ou mettre le pouce bleu sur cette vidéo. On en a bien besoin. Et chers amis, sans plus attendre, avant d'attaquer le programme subtil et délicat qui vous attend pour pas changer, on attaque tout de suite avec le sondage de la semaine. Maintenant, ça va chier. Et la semaine dernière, c'est vrai que j'avais cherché un peu les embrouilles, voilà. Comme quelqu'un qui viendrait au salon de l'agriculture autour du cortège de Macron et qui oserait tousser, tel un affreux punk, tu vois, donc forcément, qui se fait casser la gueule dans la foulée, on va y revenir. Non, la semaine dernière, j'avais un petit peu cherché parce que le sujet du sondage n'était autre que réforme des retraites, vrai débat ou théâtre politique, voilà. Je savais que la réponse allait être tranchée, on va pas se mentir non plus. Mais là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Alors, théâtre politique, 97,47% des suffrages. Vous étiez à peu près 2200 à voter. Vrai débat, 2,53%. Voilà. C'est clair. Mais cette semaine, petite surprise, voilà, je vois t'étais assis dans ton fauteuil, hop, t'as sursauté, tu dis qu'est-ce qu'il me réserve ce con. Petite surprise cette semaine, vous le savez, vous avez peut-être vu passer cette vidéo sur Juste Milieu, ça y est, le nouveau projet Juste Milieu est en train de voir le jour, un projet zinzin vraiment, où nous ne serons pas tout seuls. Alors on va être avec des gens que vous connaissez bien. Je peux pas plus en dire. Je peux pas plus en dire. Si vous voulez recevoir toutes les infos sur ce projet, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter gratuite. C'est une lettre d'infos gratos. C'est le moyen qu'on a choisi pour que tout le monde ait les infos en même temps. Parce que sinon, on fait ça par SMS, ça prend des plombs. Donc c'est pour ça qu'il y a cette newsletter gratos pour avoir les infos autour de ce nouveau projet qui s'appelle Le Banquet. Tu vois, je te donne les infos. Voilà. Lien en description si vous voulez vous inscrire pour recevoir toutes les infos. Ça attaque très bientôt. Et on va attaquer le tour d'horizon de l'actualité politique des 7 derniers jours écoulés avec d'abord le contexte général. Vous le savez, ça fait 3 semaines et plus même encore que nous ne parlions que de la réforme des retraites. C'était un joyeux bordel. Bon alors, le faux débat à l'Assemblée a pris fin, ça y est, après une sorte de cour de récré rempli d'otaries et autres marsupiaux criants. Personne n'a craqué! Personne n'a craqué! Ça y est, ça c'est fini, ça c'est terminé, maintenant ils ont envoyé au Sénat. Alors là on n'est plus sur ambiance pachyderme discret, voire paresseux roupilleur. Voilà, c'est autre chose, avec des types qui sont aussi élus de la République, qui théoriquement doivent aussi défendre l'intérêt du peuple. Mais là c'est plus ronflant, tu vois, c'est plus âgé, c'est plus bedonnant. Ne vous attendez pas à des claquements de pupitres ou des crises de vomi et de beuverie au Sénat. Non, non. Le texte passera, mais dans une ambiance beaucoup plus relaxée. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est vrai que plus sérieusement, si on arrête de faire des blagues 3 minutes, voilà, ce faux débat à l'Assemblée, un faux débat, on l'a déjà dit, à de multiples reprises dans le cadre de l'article 47.1, qui a fait que le gouvernement, en ayant intégré la réforme des retraites dans son projet de loi de financement de la sécurité sociale, a accéléré l'étude des débats, ce qui a fait que tout le texte n'a pas été débattu, et toujours grâce à ce même article 47.1, le texte qui est aujourd'hui au Sénat est un texte où le gouvernement directement a choisi les amendements qui avaient pourtant été votés au Parlement. Donc c'est un texte qui est dégraissé de toutes les petites victoires qui avaient eu lieu au Parlement, enfin les fausses petites victoires qui avaient eu lieu. Donc la mascarade continue et c'est pas la seule. Voilà, c'est quand même la farce tranquille. On a un certain niveau clientèle à assurer et ça c'était dans le journal du dimanche du 26 février. Je vous en avais parlé la semaine dernière déjà. Beuverie à l'Assemblée nationale. Alors non, Jacques Beuverie n'est pas un nouveau député du Lot-et-Garonne. Rien à voir. Beuverie au niveau de l'alcool, au niveau de glouglou, gloops gloops, en termes d'onomatopée. On a eu un article lunaire dans le journal du dimanche, vraiment un plaisir de fin gourmet, avec des phrases, je vous lis pêle-mêle ce qu'il y a dans cet article que vous pouvez retrouver en kiosque. C'est celui du 26 février, journal du dimanche 26 février, c'est lunaire. L'article commence avec cette phrase pour donner l'ambiance. Rupture de Jet 27, c'est ce qu'indiquait la semaine passée une pancarte affichée à la buvette des députés. Ah, c'est pas fini, arrête, Dimitri, calme-toi, c'est la fête, c'est coupé, c'est rigolo. On peut lire également, certains commandent des coupettes dès 11h du matin, d'autres sont au rhum à 16h. Au début de l'examen du texte, j'ai vu un député se faire ramasser par les serveurs de la buvette tellement il était mal. Témoignage anonyme naturellement de quelqu'un de l'Assemblée nationale. Ça continue, autre phrase pêle-mêle. Dès qu'il y a suspension de séance, vous allez prendre un verre à la buvette pour relâcher la pression du chaudron et ça devient régulier. J'ai vu des gens devenir alcooliques. Alors, toi, c'est vrai que, tu sais, parfois, tu restes 3 heures à faire la même activité, à pas rire, à pas bavarder.
Alors, on appelle ça le travail, mais c'est parce que toi, tu es un gueux. Voilà. Quand tu es député, au bout d'une demi-heure assis, tu dis « Eh oh, si j'allais m'enfiler 3-4 Ricards, faut pas déconner non plus. » Voilà. C'est la différence. Selon que vous soyez blanc ou noir, vous aurez accès à la buvette. Je ne sais plus qui disait ça, c'est peut-être Patrick Sébastien, je ne sais plus. Et, mais bon, l'article nous rassure quand même, parce que tu as un membre du Parlement qui nous dit il y a 25 ans, le problème de l'alcool était plus fort. Voilà. Non, ils se sont toujours remplis le foie aux frais de la princesse, naturellement, mais c'était pire avant. Donc voilà. Aujourd'hui, on a des ordures. Avant, on avait des camions-bennes. Elle est pas belle, la salade? Ouais, c'est marrant. Mais bon, quand je vous dis aux frais de la princesse, qu'on soit bien d'accord, hein, inspecteur milieu jusqu'au bout, hein, inspecteur pangolin, attention, je suis pas là pour dire des bêtises. On a RTL qui avait fait un article le 22 février sur la question est-ce que cette fameuse buvette est payante? La réponse est oui. Voilà, je vais vous donner un petit peu la grille des tarifs. Hein, le buffet est à 10,50 €, l'assiette de saumon à 9,60 €, la viande froide à 9,10 €. Concernant l'alcool, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Ça va du verre de Bourgueil bio à 4,80 € au verre de Bandol à 9,80 €. La coupe de champagne est à 8 €. Voilà. Donc, faut payer quand même. Faut pas. Voilà. Ils nous prennent pour des cons, mais il y a des limites. Alors, arrête, Dimitri, je te vois, je sais que tu t'énerves. Tu dis oui, mais de toute façon, ils payent ça avec de l'argent public. Et la buvette de l'Assemblée, de toute façon, achète les produits avec de l'argent public. Oui, je peux pas te donner tort. Mais ils font semblant de payer. C'est un peu comme la dinette, si tu veux. Ils payent avec de l'argent public des trucs qui ont été achetés avec de l'argent public. Donc tu sais, c'est comme que toi, tu avais 6 ans, tu dis tiens, je t'achète une saucisse. Puis tu donnais un billet de Monopoly. Bon, bah là, c'est pareil. Sauf qu'ils décident de ta retraite. C'est comme ça. Si tu n'es pas content, n'en dégoûte pas les autres. L'argent ne se mange pas. Il ne se mange pas, je confirme. On continue sans transition avec Emmanuel Macron qui était au salon de l'agriculture. Et là, c'est vrai que... les moutons, il connaît. Les moutons, il connaît. Donc là, c'est sûr que notre Emmanuel Macron national s'est mué en berger, hein, vraiment. Voilà, muni de son bâton, voire de sa schlag. Hein. Il suffit de voir les répressions dans les manifs. C'était le 26 février, hein, c'est la tradition, le président qui ouvre le salon. Emmanuel Macron qui avait d'ailleurs établi un record. C'est lui qui a le record au salon, 15 heures. Voilà. À défaut d'être réellement proche du peuple, tu fais comme si pendant 15 heures. C'est déjà ça. Bon, alors, rien de neuf sous le soleil. Hein, du Macron pur jus, aucune déclaration à retenir, si ce n'est voilà, des mots avec des phrases. Moi, je pense que finalement, c'est pyramide, Emmanuel Macron, aujourd'hui. Il fait des phrases répression, barbecue, tolérance, c'est oui. Non, je n'ai pas trouvé de la colère chez nos compatriotes. Non, mais je vous le dis très sincèrement. Je vois, nous avons aujourd'hui de l'inquiétude. Et c'est aussi ça qui s'exprime dans les manifestations sur les retraites. Quand on écoute les gens, je parlais à une dame qui est infirmière, quand en fait vous creusez, c'est pas la retraite le sujet, c'est le travail et les conditions de travail. Alors, on a eu comme d'hab, hein, parce que c'est vrai que Emmanuel Macron est un président tellement aimé et soutenu dans les sondages qu'il ne peut plus se déplacer sans se prendre une gifle, une tomate, un œuf. Là, il y a eu des manifestants, forcément, hein, qui ont manifesté, pas loin du cortège présidentiel. Ils ont été quelque peu chahutés. Et puis derrière, Emmanuel Macron premier qui prône la discussion. Moi je crois au dialogue. Donc j'ai dit, alors à chaque fois j'ai eu des gens qui ne voulaient pas dialoguer. Donc, sur cette image, non mais moi je désapprouve toute forme de violence. C'est un reproche, c'est un membre du GSPR de la Je désapprouve, j'ai pas vu ce qui s'est passé. Je me méfie toujours des vidéos parce que je sais pas ce qui s'est passé avant. Voilà, c'est important. Alors oui, t'es entouré d'un cortège de 753 gardes du corps. Le salon, je peux témoigner, j'y étais ce jour-là au salon de l'agriculture. Bah oui, c'était moi, tu sais. Le bœuf milieu, c'était moi en fait. Donc c'est vrai que tu la joues populaire au salon de l'agriculture, mais les allées sont bloquées en amont et en aval du cortège présidentiel, justement pour éviter que les Français soient là en fait. Donc va pas au salon de l'agriculture, va tout de suite au salon du véhicule blindé de défense anti-manifestation, ce sera plus cohérent. Et puis pendant ce temps, on a Brigitte Macron qui se prend toujours pour Madame de Pompadour. Elle était sur RTL il y a quelques jours et elle, maintenant, elle veut lancer une plateforme gratuite où tout le monde pourrait s'instruire. Alors c'est vrai qu'une question s'impose. Brigitte Macron est-elle la Elon Musk de l'amourette en milieu scolaire? Je ne sais guère, mais la question est posée, voilà, elle multiplie les déclarations quasiment programmatiques. Sera-t-elle présidente de la France en 2027? Auquel cas, je demande un refuge politique
au Nicaragua. Mais bon, affaire à suivre, on continue sans transition avec La République En Marche et une info majeure qui est tombée le 26 février dans Le Monde. Voilà. Alors attention, parce que j'en vois qui commencent à avoir un rictus. Et ça ne me convient pas. Parce que là, on parle d'une info. T'as vu, la mine est grave. Je souris plus, là. Voilà. Le Monde qui nous écrit dans un papier. Olivier Dussopt se lève à 5h15, enchaîne 50 pompes et abdos, et suit un régime protéiné à base de steak tartare. C'est pas parce que j'ai une petite voix que j'ai pas de caractère, assure le ministre du Travail, décrit par ses amis comme un dur au mal. Voilà, donc à un moment donné, arrêtez de... Ça, c'est l'info. Le Monde, donc un sommet du journalisme français. L'autre, il fait 50 pompes, il se prend pour Stallone, alors qu'il a l'élocution de ses gants de boxe, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est comme ça. Et puis sinon, attention, là par contre, je déconne pas trop non plus. Gabriel Attal. Ouais, le Matt Pokora de la politique pour les nuls, il est tellement à l'aise en France, il est tellement aimé, si tu veux, que l'électorat français ne lui convient plus. Et il va aux États-Unis. Il était sur MSNBC le 27 février, séquence. Which was also a learning of the COVID crisis, is that we need to build a European sovereignty in fields such as energy, industry and defense. Alors attention, parce que sur Twitter, j'ai pris la température comme ça. J'ai trempé mon petit thermomètre. Gabriel Attal est en train d'exciter les plus fervents supporters de la Macronie qui verraient en lui l'idéal successeur à Macron. Donc attention, parce que là, vous êtes en train de vous dire « Oui, Macron, catastrophe, la France à genoux ». Alors là, ce sera peut-être à genoux, mais au sous-sol. Donc attention quand même à Gabriel Attal. Il est beau comme tout, il parle bien anglais, il a un costume cintré. On a vu avec Macron, il peut finir président. D'accord, oui. Et c'est vrai que les appétits s'aiguisent déjà pour 2027. Et si on va du côté de la France Insoumise, c'est François Ruffin. Est-il le Aurélien Pradier de la France Insoumise? On rappelle le contexte, Aurélien Pradier du côté des Républicains, qui fout un petit peu le bordel et qui a énervé Docteur d'Enfer, tu sais, Éric Ciotti, qui l'a viré. Parce qu'en fait, Aurélien Pradier, il voulait pas faire comme la République En Marche en disant on est les Républicains. Il a dit j'aimerais juste être les Républicains. On lui a dit allez, tu filoches, tu dégages, tu prends un paquet de croquettes parce que c'est comme la spécialité du parti et tu dégages. Et François Ruffin est-il l'Aurélien Pradier? Parce que c'est vrai que Ruffin, on le sait, concocte certaines choses de son côté. Il aime bien faire un petit peu cavalier seul dans la France Insoumise. Et ça continue, même en vue de 2027. Ça, c'était chez Combini le 21 février. Il est questionné au sujet de la présidentielle. Et voilà ce qu'il nous répond. J'y pense pas le matin en me rasant ni en courant. Mais je sais qu'il y a un devoir aujourd'hui de représenter les plus invisibles de la nation. Ils ont besoin d'être portés par une voix d'espérance qui soit à gauche et qui ne soit pas dans la déprime. Mais pendant ce temps, voilà, Franck Ruffin, c'est un peu le rebelle. Le rebelle de la galaxie, parce que en face, t'as Palpatine qui continue de régner de main de maître sur les autres, et notamment Coquerel, Éric Coquerel, sur LCP le 27 février, qui a dit « Il reste notre leader d'un point de vue théorique, stratégique ». Je vais vous répondre sincèrement. Là, en ce moment, des fois, je me dis que ça serait bien qu'il soit là. Ah, voilà. Pourquoi? Parce que je l'ai dit. Parce qu'il vous manque en termes de quoi? À un certain moment, parce que Jean-Luc, à mon avis, reste notre leader. Voilà, d'un point de vue théorique, d'un point de vue stratégique, d'un point de vue, etc. Et plus largement, du côté de la NUPES, ou ce qu'il en reste, ça c'était dans l'opinion du 24 février, et on pouvait lire que vraiment l'union se fracture de plus en plus du côté de la NUPES. Alors, on redonne le contexte, je sais que ça en rend grognon certains, mais j'ai le droit de m'exprimer, ça va. C'est la France, c'est la liberté. La NUPES qui n'était effectivement qu'un tour de passe-passe pour tromper les électeurs et obtenir le plus de sièges possible aux législatives afin d'assurer le futur financier des partis. Mais aujourd'hui, on l'a vu, une fois le pognon glané, la NUPES implose, même pour les européennes, on ne sait même pas s'il y aura une NUPES. Et c'est vrai qu'en plus, avec l'ambiance réforme des retraites, où la France Insoumise a cherché quand même à s'accaparer le mouvement populaire, voire syndical, les autres partis ont dit... en tout respect de notre héritage de gauche, mais allez bien vous faire cuire le cul, c'est Europe Écologie Les Verts, le PS, etc., qui n'ont pas aimé la ligne de la France Insoumise, notamment celle de ralentir les débats avec les fameux milliers d'amendements qui ont été déposés, en sachant que la fenêtre était déjà raccourcie, ce qui était le jeu du gouvernement. Mais bon. Et là, les autres partis ont dit, est-ce qu'on ne s'est pas un petit peu fait enfler? À la boulette.
Du côté du Rassemblement National, là, ça y est. Je sens que je vais faire plaisir à certains parce que c'est vrai qu'on ne les voyait pas, le Rassemblement National. Je me foutais de leur gueule, service minimum, mais il n'y avait rien à dire parce qu'ils disaient rien et qu'ils servaient à rien. Mais là, ça y est, ils sont en train de revenir dans les médias. Ah ben, on préférait quand ils se taisaient, hein, parce que journal du dimanche du 26 février, toujours, c'est Jordan Bardella, hein, fraîchement élu président du parti à la suite de Marine Le Pen. Et là, Bardella... Calmez-vous, monsieur Darmanin, ça va bien se passer. Quand on a une augmentation, c'est très drôle, ça, c'est très amusant. Eh oui, je suis en direct. Non, mais c'est vrai. C'est une version Director's Cut un peu... je suis allé me chercher un café. Ça va, hein, c'est ma liberté. J'ai le droit à un moment donné. Tu ne prives pas les gens de boissons caféinées. Tu vois, voilà. Hop, c'est un véritable gobelet. On part sur... Voilà, on va clairement se mettre ce café dans la gueule. Je pense qu'à un moment donné, ça c'est du bon grain, c'est du Nicaragua, c'est pas mal de plaisir, c'est-à-dire que ça s'est fait compresser la gueule dans la cartouche et ça va me donner la sève de café dont j'ai besoin comme ça dans mes veines. Et là après je vais être plein de gaz. Après ça va chier les bulles carrées. Donc voilà, petite pause café, d'où l'absence de la caméra, mais je suis en direct pour cette version Director's Cut. Notez que le monsieur fait peur, l'arrêt sur image, tu vois ça c'est à peu près la tête que j'ai. Au buffet de Narbonne et à l'accueil. C'est-à-dire que j'ai même pas encore vu le resto. Je vois ça, c'est vraiment cette tête, tu vois. Puis après, c'est un véritable carnage. Bon, on continue. Je sais pas ce qu'il lui prend, mais il va finir Europe Écologie L'air. Là, je crois que c'est encore pire qu'avant niveau fausse opposition. Parce que quand je critique les partis de gauche qui disent nous on fait barrage au fascisme et tout, bon, pompe à vélo, mais de l'autre côté, pompe à vélo, pareil. Parce que le RN cultive un petit peu comme ça cette image de parti poil à gratter pour dire on n'est pas pareil. Vous arrivez à être pareil en étant pire. C'est quand même un tour de passe-passe incroyable. Bardella qui déclare, hein, je crois qu'être patriote et souverainiste, c'est être en réalité attaché à la défense de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ouais. Alors que ça fait des mois qu'ils disent non, on n'est pas pareil, attention, on sait la nuance, non. T'es dans le même discours, c'est tout pareil. Et puis c'est vrai que ce mythe du barrage en fait s'écroule de plus en plus. À ce barrage à la résistance des guibolles de Djibril Cissé. Donc vraiment, c'est pas fou. C'est pas fou parce que Olivier Dussopt, hein, on les a vus, les séquences, a été plus que chamaillé à l'Assemblée nationale au cours des débats sur la réforme des retraites. Et on a Marine Le Pen qui, en soutien l'espèce de Calimero qui nous sert de ministre, a demandé à ses députés de l'applaudir, de se lever et de l'applaudir, pour le soutenir. Ouais. Personne n'a craqué! Personne n'a craqué! Donc, voilà. Et Le Monde, Olivier Dussopt dans Le Monde, du 26 février, a dit, en parlant de Marine Le Pen, elle a été bien plus républicaine que beaucoup d'autres dans ce moment-là. Alors, je te dis pas que ça va finir en sextape sur Jackie et Michel, cette affaire, mais tu vois qu'il y a quand même une certaine entente, et que pour boucler la boucle, tu vois, par rapport à ce qu'on se disait au début de l'émission, ça joue le barrage à la téloche, sur LCI, sur CNews, mais en fait, une fois à la buvette, ça se tient les cheveux pour aller vomir. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Enfin, voilà les amis pour ce petit tour d'horizon, mais vous le savez, on se quitte pas comme ça, et on finit avec les pépites de la semaine. Et cette semaine, voilà, une séquence qui résume pourquoi la farce tranquille existe et pourquoi je suis heureux de vous présenter cela toutes les semaines. Et j'espère d'ailleurs que ça vous plaît aussi. Éric Dupond-Moretti était sur BFM TV le 28 février. Comme d'hab, pour faire du Éric Moretti. Dupond-Moretti, tu vois, j'en oublie les mots. Parce que à la base, il est avocat. Hein. Son métier, c'est quand même de réussir à appeler argument de défense des mensonges, en fait. Maintenant, il est ministre, donc il fait pareil. Donc, tu vois, ce qu'il dit à la télé ne sert à rien. Fondamentalement, surtout qu'il est mis en examen, donc difficile de croire sa parole. Et il était interviewé face aux jeunes journalistes de BFM TV, monsieur Duhamel, et qui s'est grillé tout seul. L'autre, il fait sa diva, comme ça, si je peux me permettre. Ça. Et l'autre, tu dis, ouais, vas-y, oh merde, allez-y. Le copinage dans tout ce qu'il a de plus malicieux et de non assumé. Je peux vous dire deux mots d'abord? Oui, vas-y, allez-y. Contextuel, si vous m'en laissez le temps. Et puis sinon, on a notre barba-papa préférée, Roselyne Bachelot, qui était sur BFM TV le 26 février également. Et elle nous a dit, l'affaire Palmade, vous savez, on en a beaucoup parlé, merci à vous d'ailleurs, la vidéo juste au milieu sur l'affaire Palmade est en train de péter les scores. On est à plus de 420 000 vues, c'est complètement fou. Bientôt le record de la chaîne peut-être. Et pour Roselyne Bachelot, en fait, c'est pas la drogue, c'est pas l'accident, c'est pas l'homicide. Le problème, c'est la haine des riches.
Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit d'abord que notre société française est traversée par une sorte de haine des riches, et chaque fois qu'il y a ce genre d'affaires people, derrière, par définition, le riche est quelqu'un de mauvais. Voilà, en fait le problème c'est un peu toi, hein, qui s'émeut de voir que des membres de l'élite de notre pays semblent quand même au-dessus des lois, au-dessus des rapports communs aux autres, on va dire, tu vois, une forme de common decency, comme disait Orwell, tu vois, un petit peu de bouquin, et elle s'est rattrapée. Quelques jours plus tard, elle s'est rattrapée, elle s'est dit... En fait, les gens n'ont pas compris, le problème, c'est dans les urnes. Quand on voit dans le vote des électeurs que la population des cadres qui votent pour l'ultra-gauche est de 28%, alors qu'il n'est que de 11% au Rassemblement national, et que chez les ouvriers, c'est 18% simplement qui votent pour l'ultra-gauche et 45% pour le Rassemblement national, on comprend qu'il y a des éléments spécifiques, des éléments de contexte. Voilà, donc Roselyne Bachelot, hein, plus à côté de la plaque que jamais en témoigne la couleur de ses vestons, mais c'est pas grave, c'est l'esprit farce tranquille, c'est tout ce qu'on aime. Donc les amis, nous, on va se quitter là-dessus pour mieux se retrouver très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos juste. Et voilà, c'est fini cette histoire, t'as capté l'idée. Voilà, pour cet épisode de La Farce Tranquille, les amis, le 91e, hein, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Ça, c'est le plus important, en avant-première. Tu vois, 18h pétante. C'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, il y a des gens qui vont commencer et qui l'ont pas vu. Et qui se disent, merde, je rêve, je donnerai tout pour être vainqueur et gagner les défis Pokémon. Le générique, vous l'aurez reconnu. Donc, alors je sais que ça énerve les gens. Il y a l'unique Koala qui dit, c'est toujours trop court. Arrêtez, ça va me rappeler de mauvais souvenirs. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on peut, hein. T'as déjà essayé de jouer au billard avec une corde? Bon, ben voilà. Donc, voilà. Non, il y avait moins de choses, je dois vous avouer. Alors là, on rentre dans le moment Director's Cut. Je dois vous avouer que il y avait moins de choses, parce qu'avec la réforme des retraites, si vous voulez, ils étaient tous à s'emmancher sur les tablets de l'Assemblée nationale. Donc, il fallait juste prendre les séquences, tu les mets côte à côte, puis tu as une vidéo, on a fait 30 minutes. Hein, le 90e, c'était le plus long. C'est le record, hein, je crois, de La Farce Tranquille. Alors là, c'est redevenu à peu près normal. On commence plus ou moins à parler de politique. Alors, t'emballes pas, hein, attention. T'emballes pas non plus, parce que on parle de politique, on parle surtout d'énormes connards qui reconnaissent leurs mensonges après coup. Et si je vous dis ça, et si je suis vulgaire, et je m'en excuse, parce que c'est pas bien les gros mots, je vous dis ça par rapport à un article qui est sorti ce matin du Point, je vous en ai pas encore parlé, j'attendais un petit peu la parenthèse politique de l'émission. Olivier Dussopt revoit sa copie et ses chiffres. Dans un courrier adressé au député socialiste Jérôme Guedj, le ministre du Travail évoque un chiffre bien en deçà de celui annoncé dans les médias. La stratégie de communication du gouvernement sur la réforme des retraites s'érode un peu plus chaque jour. Mardi 28 février, c'était au tour du nombre de personnes concernées par la retraite minimum à 1 200 € d'être mise à mal. Dans un courrier au député du Parti socialiste Jérôme Guedj, et rendu public par celui-ci, le ministre du Travail Olivier Dussopt a assuré que le nombre de nouveaux retraités franchissant le seuil des 1 200 € par le seul fait de la hausse des minima de pension se chiffrera entre 10 000 et 20 000 personnes. Voilà. Là où avant, Olivier Dussopt parlait de 40 000. Et là où, encore avant, d'autres membres du gouvernement parlaient de tout le monde, en fait. Quasiment tout le monde. Donc, vous voyez, je suis volontairement vulgaire et je m'en excuse parce que l'impunité de ces gens, de ces politiciens, va même jusqu'à la négation de leurs propres propos, en l'absence et en sachant très bien qu'ils ne risquent rien. Et c'est ça qui est le plus énervant. Et promis, on garde la banane. On garde la banane. Il y a Ingrid Van Norsman qui est instant grognon. On le met quand même, mais on garde la banane. Ah merde, c'est l'instant bouquin. Ah bah tiens, on fera un instant bouquin. Je me suis trompé, mais on fera un instant bouquin. Il faut que je vous parle de quelque chose de formidable. Bougez pas. Merde, c'est ça. Ouais, je me suis trompé, on se moque. Les gens se moquent. Vous savez que je suis nul en technique, les amis. Merde. Vous savez que je suis un abruti. Non, voilà, donc ça m'énerve clairement pour finir un petit peu là-dessus. Vous inquiétez pas, je vois qu'il y a des gens qui suivent, qui s'inquiètent. Pour moi, c'est mignon comme tout. J'avais dit que je devais me tirer vers 18h, mais ma camarade, ma pote m'a dit qu'on se retrouve un petit peu plus tard. Donc je pourrais partir vers 18h20, 25, parce que je suis bien avec vous, les amis. Donc tu vois,
c'est important. Et puis, attends, ça va, moi je vais boire des coups. Il y en a qui sont actuellement au boulot, en train de se casser le cul, ou dans les transports blindés et tout. Moi, ça va, je suis dans ma chaise, on peut papoter. Tant que je suis avec vous, on est bien. Non, je suis grognon de 3 minutes, mais ce qui m'énerve, c'est très clairement... voilà, l'impunité absolue en fait de ces gens qui font des promesses médiatiques, on crée des débats factices en sachant très bien. Enfin, ceux qui ont mis le pif dans le texte, et je m'inclus pas dedans, hein, je vais pas faire on va dire le résistant de 1946 à dire j'avais raison une fois que tout est fini. Je parle pas de moi, je parle par exemple de l'économiste Michael Zemmour dont vous avez vu la séquence qui est sur France Inter et qui avait révélé ces conneries-là. On a créé des débats factices en disant non mais c'est du complotisme, ces gens-là ne savent pas de quoi ils parlent, je sais pas quoi. Et en fait voilà, depuis le début, ces débats n'existent pas. Ceux qui ont mis le pif dans le texte ont vu que cette histoire de 1200 € ne concernait que très peu de gens. Et on a fait des unes et des heures d'antenne pour dire « Ah, le débat, mais oui, mais non, mais voyez-vous, mais peut-être, mais comment ça, mais vous avez vu, il y a un ballon, mais vous avez vu, il a crié, mais vous avez vu la buvette de l'Assemblée. » Mais toujours est-il qu'au bout du compte, celui qui se fait farcir, c'est le citoyen lambda, qui regarde BFM TV de bonne grâce en se disant « Bon, ben, je vais essayer de m'intéresser à l'actu, parce que déjà que j'y pige pas grand-chose et que ça donne pas envie. » Voilà. Et le mec, on le balance dans tous les sens avec des gros débats où les gens font semblant de s'engueuler, soyons clairs. Les gens font semblant de s'engueuler, et au bout du compte, la salade, elle est là. Et Olivier Dussopt le reconnaît aujourd'hui, maintenant que ça ne craint plus rien, maintenant qu'il s'en fout. Et après, ces gens-là, et ça, c'est la séquence d'Olivier Véran. Regardez aujourd'hui Olivier Véran, ce monsieur pour qui j'ai vraiment très peu d'estime. La phrase que j'aime bien, je ne sais plus qui avait fait cette phrase, hein, ce monsieur qui se croit du marbre dont on fait les statues alors qu'il est de l'émail dont on fait les bidets. Regardez ce qu'il dit sur la manifestation qui va venir du 7 mars pour culpabiliser les gens et faire peur. Il ne faut pas manifester. Regardez ce qu'Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, a dit aujourd'hui en conférence de presse. Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Alors que chaque seconde compte, le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles, temporaires, de limitation ou de suspension des usages de l'eau non prioritaires pour les particuliers et les professionnels. Mettre la France à l'arrêt, ce serait laisser filer une crise qu'on peut encore éviter. L'absence de pluie depuis plus de 30 jours maintenant en France fait peser un risque extrêmement fort sur l'état de nos réserves en eau cet été. Mettre le pays à l'arrêt, c'est prendre le risque d'une catastrophe écologique, agricole, sanitaire, voire humaine, dans quelques mois. Alors que chaque seconde compte, le gouvernement a demandé au préfet de prendre dès à présent des mesures exceptionnelles, graduelles, temporaires, de limitation ou de suspension des usages de l'eau non prioritaires pour les particuliers et les professionnels. Voilà, mettre la France à l'arrêt. Pour vous dire où on en est, Et regardez les réactions, je vous montre le fil Twitter. Hein. Clémence Guettet, députée de la France Insoumise, en a parlé de cette séquence. On a des comptes bien connus, comme Karen Tardy par exemple. Sur la chaîne même de BFM TV, on parle de ça. Donc, c'est ordurier. Voilà, c'est ordurier. Salut à Chali 35200 qui dit « Salut, je te découvre, ça a l'air pas mal par ici. » Je laisse le soin au chat de dire la vie. Hein. C'est comme un resto. Hein. Si les gens se frottent la panse en mangeant, c'est que normalement c'est plutôt bon. Je l'espère en tout cas. Mais voilà, c'est ordurier. Je me garde d'insulter ce monsieur parce que ce serait absolument contre-productif, inutile. Et je pense que ça me décrédibiliserait. Mais c'est ordurier. C'est un procédé ordurier, c'est-à-dire de culpabilisation des gens qui vont aller manifester parce qu'ils vont perdre des choses. On a des gens qui vont manifester parce qu'ils ont quasiment tout perdu et qui n'ont plus d'espoir. Et là, Olivier Véran déboule et dit en fait, si vous allez manifester, la sécheresse, les nuages de criquet, une sextape de Roselyne Bachelot, enfin, tous les drames imaginables pour l'humanité et les siècles amènent ton enculerie. Donc, c'est lamentable et cerise sur le pancake venant d'un monsieur qui a contribué
à... et d'ailleurs, non, j'allais dire une connerie. J'allais dire une connerie parce qu'il n'était pas encore ministre de la Santé au départ, mais il l'était après. J'allais dire qu'il a contribué au confinement généralisé du pays, mais au premier confinement, il n'était pas encore en poste, me semble-t-il, si j'ai bien les dates en tête. Donc, c'est dire le niveau d'escroquerie. En tout cas, il a participé par la suite à un gouvernement qui a cadenassé le pays et qui, là, pour le coup, a mis la France à l'arrêt avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui. Donc, voir Olivier Véran dire ça, si tu veux, c'est moi qui arrive à ta table, tu sais. Mange pas de Nutella parce que tu vas avoir du bide, tu vois. Il suffit que je baisse les yeux, voilà. Donc, c'est lamentable, c'est ordurier, c'est un comportement de salaud. Voilà, je ne veux pas caractériser l'homme, je caractérise le comportement. Vous connaissez comme ça les prudences un petit peu chevaleresque que j'aime bien. Mais ça me sidère, ça me sidère. Merci à Fléau93 qui vient de subprime, merci beaucoup. Et donc voilà, donc les amis, je vous l'avais promis, on va finir comme ça avec l'instant lecture. Promis, ça va être un peu dur. Une page, c'est le défi point de chaîne, 20 000. Je ne sais plus d'ailleurs qui a commis cela. Et après, je vous parlerai vraiment de ma lecture du moment qui est un immense coup de cœur. Donc ça va être dur, c'est une page, c'est celle-là. Une page. Après, promis, je vous parle de mon coup de cœur. Coup de cœur absolu. Vraiment, je suis fou amoureux de cette femme et je commence ce livre formidable. Et puis après, je vous abandonnerai gentiment. Donc, on commence l'instant bouquin. On commence l'instant bouquin avec une lecture, hein, vous le savez. Les filles bien n'avalent pas. Le livre de Marlène Schiappa, alias Marie Minelli. C'est le défi point de chaîne avec cette page. Tout le monde se calme. Les filles vont chez le gynéco comme chez le coiffeur. Désolé de casser un nouveau mythe, mais les visites chez le gynécologue pour toute femme, c'est la corvée, la plaie, l'angoisse, la cata, bref. On déteste ça. Et là, c'est énorme. Marlène Schiappa a dit. C'est nul. Imaginez, vous entrez dans le cabinet d'un inconnu, c'est-à-dire potentiellement le sosie de Freddy Krueger ou d'Achille Talon. Il vous lance froidement, déshabillez-vous. Vous enlevez, penaude, votre slibard que vous ne savez pas où poser pendant qu'il vous crie de vous allonger sur un truc froid et collant. Aussitôt allongé, il vous écarte les jambes et vous introduit une pince à spaghetti. Kiffant? Pas vraiment. Alors messieurs, arrêtez d'imaginer qu'on y va comme chez le coiffeur ou comme au spa. Si on y va, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Et parfois parce que vous nous avez refilé des chlamydia, bande de brutes. Voilà pour la page. La page Marlène Schiappa, 20 000 points de chaîne pour cette merde. Ça se mérite. Hein. Et la prochaine page, je vous l'annonce, ce sera « Les filles refont le lit juste après l'amour ». C'est ce qui vous attend, Inch'Allah, le plus tard possible. Donc, on va finir sur ce coup de cœur, les amis, puis après, je vais gentiment lever le camp. Ça fera, voilà, on est ensemble depuis 1h30, c'est que du plaisir. Un coup de cœur formidable d'une auteure belge, alors flamande, donc elle nous écrit en néerlandais. T'imagines bien que je n'ai pas lu en néerlandais. En plus, je dois être très clair avec vous, je la trouve très belle. T'as capté, hein, le petit coup de cœur, on est pas mal. Elle est là. Lise Spitt, je vous la montre. Lise Spitt, auteur belge, que je trouve voilà, magnifique. Qui avait été connue avec un... Voilà, regardez. Ah, je suis amoureux. Je peux faire ça toute la soirée. Je peux vous montrer des photos d'elle toute la soirée. Elle est là, à droite, magnifique. Bon, mais qu'importe. Qui avait rencontré le succès avec son premier roman Débâcle, qui était sorti chez Actes Sud en 2018, qui racontait, alors pour ceux qui ont lu Leurs enfants après eux, prix Goncourt 2018 ou 2019, je ne sais plus, de Nicolas Mathieu. C'était voilà, Leurs enfants après eux, qui a eu le Goncourt, était l'histoire de jeunes gens de l'Est de la France, avec tous les clichés qu'on peut imaginer, une écriture bien faite, bien sympathique, hein, une lecture agréable, mais quelque chose que j'avais trouvé un petit peu pédant, un petit peu écrit par un transfuge de classe qui regardait ça de haut avec un peu de mépris. Et Lise Spitt est l'antithèse de Leurs enfants après eux. Alors, c'est mon avis de lecteur, naturellement. Lise Spitt, donc avec Débâcle, qui racontait un petit peu voilà, le passage de l'adolescence au stade adulte de jeunes gens du côté de chez elle, donc Pays-Bas, pays flamand en Belgique, avec une écriture ciselée, parfois un peu dure,
mais pas vulgaire, pas épate bourgeoise, c'est-à-dire qu'on ne met pas le mot bite parce que la bite. Non, non, une écriture un peu dure qui vraiment prend parfois un petit peu aux tripes et avec une scène finale qui était sublime, quelque chose de très esthétique, de très cinéma. C'est-à-dire que elle n'en fait pas des caisses, tu sais, avec 14 000 adjectifs où t'en as plein le cul. Il y a quelque chose de très cinéma. Les phrases sont relativement courtes, mais on voit très très vite en fait où on est, qui sont les personnages en présence. Et c'était bluffant. Vraiment bluffant, je pense que c'était un de mes livres préférés de cette année-là, et peut-être même l'un de mes 10 livres préférés, pour vous dire. Et Liz Pitt, j'attendais, je m'étais renseigné sur les sites internationaux. Liz Pitt a sorti son nouveau livre il y a peu de temps finalement aux Pays-Bas et en Belgique. Et ce nouveau livre est sorti début février en France, et celui-ci, Je ne suis pas là, de Liz Pitt, donc aux éditions Actes Sud, ça vient tout juste de sortir, et je suis en cours de lecture, je suis à 100 pages, mais franchement, peut-être serais-je déçu à un moment donné, mais je suis vraiment, voilà, c'est encore plus fort que le premier. Donc l'histoire, pour vous la faire courte, est une histoire tout à fait basique, hein, tout à fait bateau. C'est-à-dire c'est l'histoire d'un couple assez jeune qui est ensemble depuis 10 ans. Et petit à petit, de manière assez insidieuse, le gars du couple va prendre un virage un peu bizarre. Pas devenir zinzin, il va pas devenir fou, il va pas quitter sa meuf, mais il prend un virage un petit peu bizarre. Et en parallèle, la meilleure amie de la fille du couple, hein, qui s'appelle Léo, Léo c'est la fille, hein, va tenter petit à petit d'essayer de faire comprendre justement à sa copine qu'il y a un problème, qu'il y a un truc qui grince. Donc on voit que franchement l'histoire casse pas trois pattes à un clébard, c'est pas révolutionnaire, mais c'est vraiment sublime. Alors je vois qu'on me demande de faire la lecture, et je veux bien le faire, mais je vais vous gâcher un plaisir parce que j'ai envie de vous lire le premier chapitre. Mais il est un peu, enfin, ça fait 3 pages, hein, c'est un peu plus long, c'est pas Marlène Schiappa, mais c'est l'un des plus beaux chapitres que j'ai lu, vraiment. En termes d'écriture, de rythme, de cohérence, de contexte posé, c'est incroyable. C'est vraiment un toboggan qui vous donne envie de défoncer le livre, de le dégommer derrière, et c'est sublime, comme je vous dis, il y a quelque chose de très cinématographique, on est tout de suite au contact des personnages, on les imagine, on les comprend, on les sent, c'est-à-dire qu'elle nous explique un peu les bases de la relation entre les deux personnages principaux. On a quelque chose de très intimiste, et qu'on a tous vécu, dans les couples, c'est-à-dire on crée un petit peu son propre langage, des mots qui ne sont compréhensibles que par les deux personnes qui composent le couple, son petit langage, ses petites habitudes, des habitudes qui pourraient sembler complètement zinzin à des gens à qui on pourrait le dire. Et Liz Pitt, tout de suite, met ça, et on comprend quelque chose, et ça fait écho à des choses qu'on vit tous. Et cette histoire, alors, pour l'instant, je suis en cours de lecture, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le roman. On verra, hein, c'est une sensation de lecture, et on verra à la fin, je vous en reparlerai volontiers. J'ai vraiment l'impression que c'est le roman de ces générations de jeunes bousculés après le confinement. Alors c'est vraiment une interprétation tout à fait personnelle que je fais, mais ces jeunes qui, l'époque faisant, à un moment donné, ont pété un plomb, quoi. On pétait un plomb de cette douce folie qui s'est immiscée dans des générations qui se sont retrouvées du jour au lendemain cloisonnées chez elles, sans autre horizon que les chaînes d'infos où on leur décomptait le nombre de morts la veille. Donc, voilà, je remonte. Je ne suis pas là. Liz Pitt, édition Actes Sud. Ah, celui-là, il est beau. Ouais, tu vois, je peux faire ça. Je peux faire ça. Ouais, mais c'est tout. En fait, tout a du sens. C'est ce que j'adore dans ce genre d'écriture. C'est que il n'y a rien qui n'est laissé au hasard. Quand on vous parle d'un élément de décor, quand on vous parle d'un chat, quand on vous parle d'un souvenir, tout fait sens, en fait. Tout fait sens. C'est ce que je vous disais. C'est ce que on en avait parlé sur alibi.com, je crois que je vous l'avais dit dans un précédent Juste Bistrot. C'est ce que Tchekhov, écrivain russe, théorisait au début 20e, fin 19, je crois, théorisé, c'était le fusil de Tchekhov, c'est qu'il expliquait que sa manière d'écrire voulait que chaque élément qui était amené dans la narration ait du sens, et qu'on retrouve à un moment donné. C'est-à-dire que on n'est pas chez Christine Angot, à un moment donné on fait une parenthèse à la con, puis après on vous dit tiens, ça m'a fait penser à ça, et puis terminé en fait. Là,
tout est calibré. C'est-à-dire que quand Liz Pitt, dans ce roman, vous parle du chat du couple, qui, je sais pas, a une caisse, à sa caisse, et sa caisse, j'en sais rien, elle est usée sur le côté, à un moment donné, il y a une digression pour nous expliquer ça, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a une immersion dans le roman qui est bluffante, qui est vraiment bluffante, Donc, mais je veux bien faire un extrait, mais c'est pas pertinent, parce qu'un extrait, vous allez pouvoir vous dire, ouais, c'est pas ouf et tout. Moi, je vous dis que c'est ouf. Ouais, allez, je vous fais 2 chapitres parce que c'est vous, et puis après, je filoche les copains. C'est ce petit instant lecture, on se fait plaisir. Je ne suis pas là. C'est le début du livre. Quand arrive le premier appel, je suis au milieu du magasin, penché sur un grand carton de manteau que le coursier nous a livré plus tôt dans la journée. L'écran de mon téléphone a dû s'éclairer, mais je ne m'aperçois de rien. Il est posé à plusieurs mètres de moi sur le comptoir, sur une pile de papier de soie. Même les vibrations ne font pas de bruit. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui vient de se passer à moins d'1 kilomètre d'ici, dans le bureau de Think Out Loud, ni du message paniqué que Lot est en train de laisser sur mon répondeur. La boutique est maintenant louée à une marque de vêtements Qualité France, qui possède environ 70 succursales à travers le monde. À mes pieds, sur le carrelage flambant neuf, se trouve un manuel rempli d'instructions détaillées. À quel portant suspendre tel vêtement, à quel petit pull associer tel pantalon. On ne peut mettre en rayon qu'un seul exemplaire de chaque taille, après l'avoir minutieusement défroissé à la vapeur. Le manuel comporte même des schémas, indiquant de quelle façon les écharpes et les ponchos doivent être drapés. Encore heureux que je sois capable de me concentrer à fond sur ce genre d'ouvrage, d'exécuter simplement ce qui est prescrit, d'oublier le monde extérieur, d'évacuer les pensées qui moulinent dans ma tête. De me cramponner le plus possible à l'idée que, dans des dizaines de points de vente sur cette planète, des hommes et des femmes accomplissent les mêmes gestes, manipulent exactement les mêmes étoffes, entourés du même décor aux couleurs vives, vêtus du même uniforme, un ample chemisier blanc, passe-poilé de beige et un pantalon à pince tout aussi beige. Pour la première fois de ma vie, je fais partie d'une chaîne et d'une certaine manière, ça me rassure, je me trouve littéralement moins seul. Un personnage absorbé par sa tâche, ignorant le malheur qui va s'abattre sur lui, il n'en faut pas plus pour faire monter le suspense. C'est l'un des tout premiers principes d'écriture de scénario qu'on nous ait appris à l'école de cinéma. Donnez aux spectateurs quelques informations d'avance sur le personnage auquel vous souhaitez qu'il s'identifie, et ils seront tout ouïs, fébriles, dévorés par l'envie de crier des avertissements à son attention. Je vois encore le prof de scénario nous révéler ce principe. Les jambes minces comme des perches de micro, il se tenait sur l'estrade de l'auditorium pendant que l'écran placé derrière lui montrait des scènes de films qui confirmaient sa théorie. La boîte que l'inspecteur Mills fait ouvrir par son collègue Somerset à la fin de Seven, et dont le public sait déjà qu'elle renferme la tête de son épouse enceinte, ou bien l'arrivée tout en longueur du cuisinier Dick Halloran à l'hôtel Overlook dans Shining avant que Jack finisse par l'assassiner à coups de hache. Parfois, la manière de filmer suffit, avait-il dit. Regardez comment la caméra sur Halloran dans le couloir désert, on sent que quelqu'un va surgir devant lui d'un instant à l'autre. Après le visionnage de cette séquence, il nous avait demandé pour le cours suivant d'écrire une scène, 5 pages au maximum, et où on devait mettre en pratique le principe en question. Et vous n'êtes pas obligé de faire mourir quelqu'un, vous savez, il existe d'autres formes de surprises désagréables. La scène qui se joue en ce moment aurait sûrement plu au professeur Laperche. Une jeune femme est au travail dans un magasin de mode. Nous sommes le vendredi 22 février 2019, d'après l'écran de veille du terminal de caisse. Il fait doux pour la saison. C'est sa première journée chez ce nouvel employeur, elle veut faire bonne impression, ne pas se laisser distraire en permanence par son téléphone, et c'est pourquoi elle a posé l'appareil là-bas, hors de portée, sur le comptoir. L'appel entrant qui s'affiche est filmé de telle manière qu'il ne peut pas y avoir de doute. C'est quelque chose d'urgent, il faut absolument décrocher, question de vie ou de mort, mais le personnage, flou à l'arrière-plan, poursuit avec concentration sa tâche insignifiante. La caméra s'éloigne lentement de l'écran allumé, traverse l'espace de la boutique, dépassant la jeune femme qui éventre des emballages plastiques, coche les numéros d'un bon de livraison, colle des prix sur les étiquettes, place en rayon les manteaux prêts à la vente, des modèles matelassés, classés par coloris, de small à extra large. Le rappel de notification de sa messagerie vocale lui échappe également. La séquence se termine par un plan zénithal de carton attendant d'être vidé de leur contenu, des piles de manteaux pliés tous pareils, manches croisées sur le devant, comme s'ils savaient, eux, ce qui va se passer, ils font déjà leur prière. Je vous ai tout lu, en fait. Je vous ai lu tout le premier chapitre, les amis. Je vous ai tout lu, donc voilà. Voilà un petit peu les copains, ce roman, vraiment que je vous conseille. J'ai hâte de rentrer à la baraque pour continuer à lire ça. Donc voilà, il y a Twitch Mérigole effectivement qui dit ça. Hein. C'est accessible, vous avez vu, vraiment le premier chapitre est à l'image de ce qui suit. C'est clair, c'est limpide, il n'y a pas
d'effets de manche tout bidon pour impressionner la galerie. C'est bien écrit et je ne sais pas si vous avez eu cette sensation, c'était sûrement mal lu, mais je trouve que c'est extrêmement visuel en fait. On voit tout de suite cette boutique de vêtements et d'ailleurs c'est tellement l'idée de l'écriture de Liz Pitt qu'elle le dit, il y a quelque chose de cinéma, elle explique comment elle va écrire, donc il y a une forme de mise en abîme qui est assez chouette là-dessus. Elle explique comment elle va écrire pour qu'on ait justement cette sensation-là, parce que ça vient du monde du cinoche, donc voilà les amis, voilà un petit peu de lecture, ça fait pas de mal pour se changer les esprits, les amis, se changer même l'esprit, généralement on n'en a qu'un, et c'est déjà pas mal. Donc les amis, voilà, un peu de plaisir pour passer à autre chose, pour penser autre chose. C'est Liz Pitt, je vous invite vraiment à découvrir au moins son premier roman qui est en poche, qui s'appelle Débâcle, et vous ne pouvez pas le louper parce que la couverture est sublime, c'est celle-ci. Voilà. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà vu en magasin. Celle-ci, je vous montre, on va sur Amazon, mais vous allez dans la librairie, on est d'accord. Tu vois, c'est ça. Vraiment une photo vraiment très jolie. Ça, c'est Débâcle de Liz Pitt. Donc, voilà. Voilà un petit peu, les amis, conseil lecture du moment. Les amis, je vous laisse, je vais, comme prévu, aller boire un petit coup. Merci d'avoir été aussi nombreux ce soir. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Vous le savez, c'est le rendez-vous maintenant. Il n'y a plus de problème, c'est que du plaisir. Passez une excellente soirée. Profitez bien. C'est Top Chef ce soir sur M6, si jamais. Petit moment info. C'est Top Chef sur M6. Je vous embrasse, je vous salue très très fort les copains. Oh, formidable. On finit sur une sublime note. Le Cercle Aristote est avec nous. Première fois sur le chat. Cercle Aristote qui nous dit merci pour ce bon conseil. Merci à vous. Merci pour votre travail, chers amis du Cercle Aristote. Le gros bisou à Pierre-Yves Rougeron naturellement. Et puis, de toute façon, les amis, si vous ne connaissez pas, c'est là, sans transition. YouTube, Cercle Aristote, même sur Twitch. Formidable, formidable. Les copains, je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Vive la rigolade, vive la France et à demain. Voilà. Ça tourne en boucle comme BF.